J'ambitionne de m'attaquer au record de la traversée Saint-Tropez-Calvi en jet ski. C'est le record d'Alexandre Debanne, le présentateur télé. Il a fait ça en 2h14. Donc je me dis, moi aveugle, si je mets 2h30, ça sera déjà un très beau record. Mais si je mets 2h13, je lui prends le sien. Donc c'est l'objectif. Bienvenue les Phoenix, on se retrouve dans un nouvel épisode de Phoenix TV et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter Jean-Marie alias Daredevil français. Comment tu vas Jean-Marie? Écoute, moi ça va pour l'instant, on verra si ça suit. J'espère que ça va aller. En tout cas, Jean-Marie va nous expliquer son parcours qui est quand même assez extraordinaire et c'est pour ça que je l'ai invité dans Phoenix TV. Mais est-ce que tu peux te présenter en une petite minute pour les personnes qui ne te connaissent pas? Tu l'as dit, je m'appelle Jean-Marie Florent, j'ai 53 ans, bientôt 54. Bien sûr que j'habite notre très belle région d'Aix-en-Provence et je suis hypno-coach et préparateur mental spécialisé dans le chamboulement mental. En fait, je rentre dans la tête des gens et j'ai fait Hiroshima pour leur amener un focus différent et un mindset différent. C'est vrai. Ah, mais ça suffit. Ça suffit déjà, l'Hiroshima dans ta tête, c'est déjà pas mal ça. À Hiroshima, tu vas comprendre que on est plusieurs dans ma tête, ouais, effectivement. Et du coup, alors on va reprendre un petit peu l'historique parce que comment t'es arrivé là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance, où t'as vécu, comment t'as vécu au début? Alors, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Venelle, où, allez, on va dire que pendant ma période de primaire, j'ai été détecté précoce et hyperactif. Tout le monde te dira qu'un précoce, c'est quelqu'un qui fait de très très longues études. Je vais te prouver le contraire juste après. Précoce, hyperactif. Et à 9 ans et demi, il se passe une chose dans ma vie, c'est que mon papa et ma maman se séparent. À l'époque, c'était en 79. Le divorce, c'était assez tabou. Donc, c'était pas comme aujourd'hui. Donc moi, je me prends un premier TGV dans la gueule parce que plus de papa à la maison, une maman toute seule. Et là, je pars complètement en cacahuète au niveau de l'école, c'est-à-dire que dans la foulée, moi, à 9 ans et demi, j'étais en 6e. Je me suis fait 2 6e, 2 5e, et à 13 ans et demi, on m'a dit, il faut quitter l'école. Ah ouais. Attends, 9 ans et demi en 6e, mais t'avais d'où? J'avais un an d'avance, en fait. T'avais un an d'avance? Voilà. Okay. Et tout le monde me voyait ingénieur, président de la République, tout bim. Et en fait, j'ai fait n'importe nawak, quoi, voilà. 13 ans et demi, je me retrouve face à une conseillère pédagogique qui me dit, écoute, voilà, l'école, il va falloir que tu t'en ailles. Bah, j'écoutais, moi, j'étais plutôt bien. Je pensais faire une 3e, 5e, c'était plutôt cool, quoi, tu vois. Et puis là, on me dit, choisis un métier. Et à 13 ans et demi, bah, t'y as pas pensé, en fait. Et là, j'ai choisi l'imprimerie. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon oncle, qui m'élevait à la place de mon papa, avait une imprimerie et chaque fois que j'étais puni, j'étais à l'imprimerie. Donc autant te dire que j'étais déjà imprimeur, j'étais plutôt doué en imprimerie, quoi. Voilà. Donc là, je suis parti en école d'art graphique sur Marseille. À 13 ans et demi, je me suis retrouvé avec des types qui étaient quasi majeurs, parce que je me rappellerai du jour où j'arrive sur Marseille, j'étais interne, j'avais ma grosse valise. Et là, je vois des gars arriver en bagnole et je me dis, ouais, les profs, ils sont super jeunes. En fait, c'était les élèves. Moi, j'étais le plus petit, quoi. J'étais vraiment le pichou. Donc, j'ai fait mes 3 années d'art graphique, voilà. Et puis de là, je me suis dit, bon, allez, les arts graphiques, c'est sympa. Mais vu que j'avais un petit côté commercial, je suis parti dans la vente. Donc, vente de publicité, vente automobile, voilà. Et c'était à quel âge, que t'es parti dans la vente? J'avais 17, 18 ans, ouais, 17, 18 ans dans ces eaux-là. J'ai fait de la vente, enfin du commercial jusqu'à l'âge de 23 ans, où là je suis parti en Ardèche, j'ai quitté le secteur pour monter sur l'Ardèche. Et c'est là qu'un jour, je me suis retrouvé à avoir les yeux qui piquent, qui coulent. Et je me suis dit, bon, bah, je fais une conjonctivite. Donc je suis allé chez l'ophtalmo. À l'époque, on pouvait avoir rendez-vous dans les 3 jours, pas dans les 6 mois. Donc je prends rendez-vous chez l'ophtalmo, je sors de là, le gars me dit, bon ben voilà, vous avez une maladie de l'œil. Donc je savais pas, tu vois, quand t'as 24 ans... une maladie de l'œil, il me file un numéro vert, il me dit vous allez appeler ce numéro. C'était une assos, donc j'appelle l'assos. Là, on me dit écoutez, vous affolez pas, on vous envoie un dossier. Une semaine après, je reçois un dossier, et puis sur le dossier, j'apprends que je suis en train de perdre la vue. Ah putain, ouais, chaud. C'est-à-dire que l'ophtalmo a même pas osé me le dire. Je suis retourné le voir, je lui ai dit ce que je pensais à ma façon. Voilà. Mais en tout cas, à 24 ans, j'ai pris mon premier TGV, gros TGV dans la gueule, quoi. Parce qu'à 24 ans, tu t'y attends pas, en fait. À 24 ans, tu bouffes la vie, la cécité, c'est pour les vieux. Et puis moi, à l'époque, la seule référence que j'avais en termes d'aveugle, c'était Gilbert Montagnier, tu sais.
Tu le fais vachement bien. Et je te jure que je suis son imitateur le plus connu en France. Et là, j'ai pas mes lunettes noires, mais je te promets que voilà. Putain, mais tu aurais pu faire une carrière. Hein. Allez, je perds la vue à 25 ans, en fait, parce qu'à 24 ans, j'apprends que je vais perdre la vue. Un an plus tard, le rideau tombe. Et là, quand le rideau tombe, tu te dis, bon, bah super, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? Du coup, ça, c'est un truc important. Tu faisais quoi à ce moment-là quand ça t'est arrivé? Alors, je venais d'arriver en Ardèche. On avait créé un snack épicerie de nuit. Et ça tournait bien, voilà. Et puis là, tu apprends que tu vas perdre la vue. À l'époque, j'étais quand même sportif. Je faisais de la course à pied, du vélo. J'étais aussi sportif que toi, sauf que moi, je poussais pas des 250 kilos. C'était pas pareil. Voilà. Et puis, t'as le rideau qui tombe, quoi. Et en même temps que le rideau tombe, tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi, parce que tu te retrouves dans le noir, comme ça. Faut savoir que petit, j'avais très peur du noir. Vraiment. J'étais une vraie caguette, quoi. Et il faut apprendre à gérer. Et ben, j'ai appris à gérer petit à petit. Un jour, je me suis dit que plutôt que de me taper la tête contre les murs, je ferais peut-être bien de réfléchir. Donc, j'ai pris une feuille blanche, j'ai tiré un trait au milieu. Et là, j'ai dit, bon, ben voilà, ok, très bien. D'un côté, j'ai mis ce que je pouvais faire. De l'autre côté, j'ai mis ce que je ne pouvais plus faire. Du style, conduire une voiture, par exemple. Et puis, ça m'a gavé. Donc, j'ai tourné la page et j'ai écrit fuck la cécité. Et ce fuck, c'est ce que je fais depuis l'âge de 25 ans. J'ai 54 balais. Je fuck la cécité chaque jour. D'accord. Et tu disais que tu faisais du sport, donc tu faisais du vélo, c'est ça? Ouais, vélo, course à pied. Ça s'était passé comment avant? Comment ça s'est arrivé? Comment t'es arrivé dans le sport Alors le sport, je suis arrivé dans le sport grâce à un monsieur qui s'appelle Xavier Quentin. C'était mon prof de sport en 6e et en 5e. J'ai eu la chance de l'avoir 2 fois en 6e et 2 fois en 5e, du coup, 4 ans d'affilée. Xavier Quentin, c'est tout simplement... ça a été un des hommes de ma vie, mais vraiment, quoi. C'était comme un papa pour moi. Passionné de handball, parce que c'est le papa d'Éric Quentin, un des champions du monde de l'équipe, tu sais, l'équipe des Barjots. Voilà. Xavier nous a mis au hand. On a fait les championnats UNSS de handball. On a gagné les championnats départementaux. Ça a toujours été sympa d'être en cours avec lui. Et puis un jour, j'étais quand même taillé comme un asticot, quoi. Voilà. À 13 ans et demi, je faisais 49 kilos. Tu vois, donc, ouais. Il me dit, mais t'as jamais essayé le vélo? Bah, j'en fais vite fait comme ça, du bicross. Voilà, je m'amusais avec mes copains, là, tu vois, sur Venelle. Bah, il me dit, tu devrais essayer. Donc, je me suis mis au vélo de route. Et puis, ça m'a plu. Puis, j'ai commencé à enchaîner les kilomètres. Par contre, c'était ce qu'on appelle en sport valide. Quand j'ai perdu la vue, je me suis dit, putain, le vélo, c'est terminé. La course à pied, c'est terminé. Je ne connaissais pas du tout l'handisport. On n'en parlait pas à l'époque. Et là, on m'a présenté la présidente d'un club handisport en Ardèche qui m'a dit, tu faisais du vélo, tu peux en faire. J'ai dit, bon, je vais faire comment, quoi? Je vais me planter. Je connaissais pas le tandem. Donc, j'ai attaqué les entraînements en tandem, handisport. Et puis, j'ai fait une première compétition, une deuxième, et puis j'en ai gagné une, et puis j'en ai gagné 2, et puis j'en ai gagné 42 au final, en élite. Et puis, j'ai fait 5 podiums au championnat de France. C'est bon, ça? C'était bon, à l'époque. Il est arrivé un moment où j'ai tourné la page parce que les petits jeunes, ils poussent derrière. Ah ouais, mais bon. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que, bah, tu vois, enfin, la question que je me pose, c'est voilà, comment t'es arrivé au niveau du mindset quand t'as appris que t'as eu ta maladie? Parce qu'au final, c'était rapide. Un an, c'est super rapide, le moment où tu perds la vue. Ça passe comment, évidemment? Je pense qu'il y a la colère, etc. C'est dur à se mettre à ta place, mais comment t'as réussi à gérer ça pour pouvoir ensuite enchaîner sur tout ce que tu as fait derrière? C'est quoi un petit peu, toi, le sentiment? Parce qu'ici, dans Phoenix TV, on essaie de vraiment aller chercher un peu le mindset. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là? Comment tu as réagi? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que... En fait, je pense que le mindset, comment dire, le mental, la résilience, je l'ai eu à l'âge de 9 ans et demi. Quand mon père s'est barré, qui nous a plantés comme ça, sans rien, quoi. On s'est retrouvé seul avec ma mère. Et là, j'ai de suite compris que si je voulais avoir quelque chose dans la vie, vraiment, il allait falloir que je me sorte les doigts du cul tout seul, quoi. J'avais pas le choix. Donc, voilà. Je crois qu'on est nombreux à avoir vécu ça. Ce qui fait que quand j'ai perdu la vue, je vais pas te dire que ça a été facile. Et encore aujourd'hui, j'accepte toujours pas la cécité. Je l'accepte pas. Je vis avec, j'ai pas le choix. Mais je l'accepte pas. Mais c'est ce qui fait aussi que je me suis dit, vu que j'accepte pas la cécité, en gros, j'ai été humilié par la vie. Le handicap, c'est une humiliation que la vie t'inflige. Je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais humilier la vie à mon tour. Et là, j'ai commencé à réfléchir différemment. Je me suis dit, là où les gens vont te dire que ce n'est pas possible,
bah, tu vas leur répondre que ça l'est, et tu vas leur prouver. Et c'est ce que je fais depuis l'âge de 25 ans. Je vais là où on n'attend pas un aveugle. Et je vais continuer à aller là où on n'attend pas un aveugle. D'accord. Donc, du coup, bah, ça va être super intéressant. Ça va être un peu la deuxième phase de ce qu'on a discuté. Donc là, tu as ça. Qu'est-ce qui se passe après dans ta vie perso et pro? Comment tu t'adaptes? Comment tu arrives à faire ce changement? Alors, la vie perso, très compliquée, puisqu'à l'époque, j'étais avec une personne qui ne comprenait pas la cécité, qui m'a même dit à plusieurs reprises, un jour, je te placerai dans des centres. Il n'y a rien de pire. Ah ouais. Voilà. Ça a été très compliqué, voilà, mais bon, pas je tournais, pas j'arrachais. La vie pro, bah, c'est encore plus compliqué parce que quand tu es handicapé, en fait, tu te retrouves face à des gens, à l'époque, on appelait ça la cotorep, maintenant c'est la MDPH. Ouais. Et là, on te dit, bon, bah, écoutez, en fait, vous êtes aveugle. Donc, l'idéal, ça serait que vous preniez une allocation adulte handicapé, que vous restiez à la maison. En gros, apprends le braille et fais pas chier, quoi. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Sérieux? Ouais, je t'assure, ça s'est passé comme ça. Et moi, je leur dis, mais moi, j'ai pas envie de ça. Je peux pas rester à la maison, quoi. Je vais devenir fou et c'est grave, quoi, tu vois. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que le sport m'a sauvé. Moi, à l'époque, quand j'étais coureur cycliste, j'étais dans le groupe France Handisport, je faisais 26 000 km à l'année. Donc, c'était en moyenne 160 bornes tous les jours. Ah, ça fait beaucoup. Hein. 120 et 160 bornes, voilà. Donc, c'était mon job. Tous les jours, je partais à l'entraînement avec mes pilotes. Donc, le sport, ça a pris une grosse partie de ma vie. C'est ce qui m'a vraiment aidé, parce que si j'avais attendu après le système, j'étais mort. Et d'ailleurs, si des personnes handicapées nous écoutent, nous entendent, je leur dis, putain, restez pas à la maison, ne les écoutez pas. On est capable, nous, les handis, de faire des tas de choses. En bref, quand t'es aveugle, t'es pas bon qu'à jouer que de l'orgue de barbarie. Tu sais, les gens, ils ont cette image-là. Quand t'es aveugle, tu fais la manche et tu joues de l'orgue de barbarie. J'ai dit, ouais, mais moi, c'est pas ma cam. J'ai pas l'oreille musicale. Et puis, j'aime pas l'orgue de barbarie. Donc, il a fallu que je trouve des solutions. Voilà. Donc, le vélo, ça en a été une. Ça a été une belle page de ma vie. Et puis, quand j'ai raccroché mon vélo, ça a été un choix. T'avais quel âge? J'avais 31, 32 ans. Ah, t'as quand même fait pas mal d'années après. T'as fait ouais. quand même 5-6 ans. Ouais. J'ai 32 ans, ouais, en 2002. Ouais, 2002. Non, 2003, je crois, mes derniers championnats. 2003. 33. Ouais. L'âge du Christ. Juste avant d'être crucifié par les jeunes. J'ai raccroché mon vélo, je suis resté à la maison et c'était cool parce que au début, je me levais chaque matin, je me disais, putain, il y a un con qui va partir à l'entraînement se peler, parce que le vélo, c'est quand même un sport de malade, hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il faut que tu y ailles. Ouais, franchement. Et là, je disais, bah, c'est pas moi ce matin. Donc, c'était cool. Et puis, au bout de quelques mois, quand même, j'ai commencé à tourner en rond. Et je me suis dit, ouais, la vache, faut que je fasse quelque chose. Donc, comme je savais que je ne pouvais pas compter sur le système, je me suis démerdé, j'ai acheté un camion. J'ai acheté un banc de marché. J'ai pris un gars pour conduire le camion. Et je suis allé faire les marchés. D'accord. Voilà, je me suis amusé à faire les marchés pendant 2 ans. Les foires, je suis monté faire la braderie de Lille. Voilà, donc je faisais ce qu'on appelle des articles de Paris, des lots. Et je vendais des lots. Ça marchait plutôt bien. Et puis je me suis rendu compte en fait que sur les marchés, les commerçants savaient vendre, mais ils ne savaient pas acheter. Parce qu'en fait, j'achetais chez le même Chinois que mes collègues. Mmh. Sauf que, je te donne un exemple, acheter le short à 1,80 €, je l'avais à 80 centimes. Et au final, j'ai commencé à faire semi-grossiste, c'est-à-dire que j'achetais à 80, je revendais à 1,20 €, mais comme je vendais par 3-4 000 pièces, je gagnais ma vie avec les commerçants et je déballais plus sur les marchés. Et puis, alors attends, parce que là, les gens ils vont se poser une question. Comment tu faisais pour les avoir 2 fois moins cher que tes concurrents? Alors, ça s'appelle la négo. Et alors, j'ai jamais su le nom. J'ai jamais su. Mais c'est quoi les techniques qu'on veut savoir, monsieur? J'allais sur Marseille. C'était à tapis vert, hein, tout le monde doit connaître. Enfin, je pense. J'ai jamais connu le nom de mon fournisseur. Je l'appelais Bruce Lee ou Chang. Voilà. Et à chaque fois, il me disait, tu dis pas aux autres. J'ai dit non, je dis Sans rien. racisme aucun, évidemment. Non, mais sans aucun racisme. On s'adorait. Et en fait, j'avais négocié mes prix, mais j'achetais plus que les autres. Donc, j'arrivais à avoir des prix plus intéressants. Voilà. Et puis, contrairement aux autres, je changeais pas de crémier. C'est-à-dire que j'avais un fournisseur avec lequel j'avais tissé des liens d'amitié, d'accord, et de fidélité. Donc, j'allais toujours me servir au même endroit, ce qui fait que je sortais des prix intéressants. Donc, au final, j'ai arrêté de déballer et je revendais directement aux forains, ça allait plus vite, quoi. C'est marrant ça, parce que je fais une petite parenthèse par rapport à nous, ce qu'on fait sur Amazon. C'est un truc que j'explique souvent en Phoenix.
c'est que quand tu travailles avec des Chinois, donc là, bon, c'est les Chinois qui sont en France, mais nous, quand on est avec les Chinois qui sont en Chine, en fait, on a une façon de penser qui est très différente entre les Chinois et les Européens, et surtout les Français. Les Chinois, ils ont une culture qui est différente. C'est pas que des fois, on se comprend pas et on se dit, ouais, ils sont bizarres. En fait, c'est pas qu'ils sont bizarres, c'est que nous, on a un fonctionnement qui est complètement différent. Et je l'ai encore expliqué il y a pas longtemps, une des meilleures stratégies de négociation, bah, c'est quand tu as un fournisseur, bah, moi, je prends du temps de taper la discute avec, de discuter sur WhatsApp avec, de dire oh, qu'est-ce que tu fais, machin. Et c'est souvent des femmes. Et alors c'est vrai que c'est plus facile quand t'as un homme, surtout européen et tout. Et en fait, tu crées une relation comme ça vraiment d'humain avant. Et ça fait vraiment une grosse diff parce que la personne derrière, c'est pas juste un numéro. Toi, tu personnifies tout ça, tu t'intéresses à sa vie. Et ça fait vraiment des grosses diffs. En fait, l'humain, il doit être au centre de tout. Que ce soit en business ou pas, l'humain, ça reste l'humain. Moi, j'avais vraiment créé ce lien de confiance déjà, parce que je payais en temps et en heure, voilà, et puis de fidélité. Moi, quand je voyais les forains, les mecs, c'était des slashers, quoi. Ils passaient d'un fournisseur à l'autre. Attends, j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé. J'ai dit non, mais t'es con. T'es con parce qu'en fait, si tu restes avec ce fournisseur-là, sur la durée, tu vas avoir des prix plus intéressants que celui que t'as trouvé. Et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a permis de faire des lots, de vendre. Voilà. Les marchés, c'était sympa. Je me suis vraiment éclaté. D'ailleurs, c'est une très très bonne école de vente. Moi, je travaillais ce qu'on appelle à la tape. Donc, alors déjà, un aveugle sur le marché, crois-moi que ça passe pas inaperçu. C'est vraiment le gros bordel. Voilà. Mais moi, je restais pas derrière mon stand. Je me mettais devant le stand et j'allais brancher les gens, tu vois. J'ai besoin de ça, moi. J'ai besoin de bouger. Voilà. Et puis un jour, j'ai un pote qui avait 3 agences. Il venait de vendre ses agences. Il y a un petit réseau là qui se crée, qui s'appelle IAD France, qui est aujourd'hui le plus gros réseau national. Il vient me voir, il me dit, ça te dirait pas de vendre des baraques? C'est-à-dire vendre des maisons comme vendre des maisons. Il me dit, ouais. J'ai dit, alors je t'explique. Les shorts, ça va. Les maisons, faut les voir quand même. Hein. Bah, il me dit, moi, je pense que t'es capable. Bah, j'ai dit, dans ces cas-là, pourquoi pas? Donc, j'ai rencontré une autre personne qui m'a expliqué ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient le faire, la formation, parce que c'est quand même un métier. Et puis là, bah, je suis parti, alors pour le coup, à l'aveuglette, faire des ventes à l'aveuglette. Et pour le coup, toi, c'était le mieux placé pour faire l'aveuglette. Mais j'étais le mieux placé. Je t'assure que j'ai vendu des baraques sans jamais les voir. Je me suis régalé. Tu sais que j'ai envie de te dire, petite parenthèse, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui sont pareils, ils ont quasiment jamais vu les baraques non plus. Non, mais ils y vont jamais non plus. Mais par contre, tu verras, on reviendra tout à l'heure sur l'humain et tu comprendras. Vu que j'y vois pas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écouté plus que les autres. Ouais, ok. Donc mes clients, j'en prenais soin et je savais exactement ce qu'ils recherchaient. Par contre, j'étais le seul à pouvoir, tu vois, dans le sud, par exemple, me foutre en face de la baie vitrée, prendre mes clients et leur dire regardez la vue qu'on a sur la Sainte-Victoire, quoi. Le mec faisait ah. Et j'ai dit comment vous savez? J'ai dit mais je sais tout, c'est bon. En fait, c'est pas compliqué. La Sainte-Victoire, tu veux que je te la montre? Elle est là. Elle est juste derrière, là. Putain, c'est vrai en plus. Hein. Eh oui, elle est là. Elle est à l'est. Tu sais qu'on a une super vue ici. Ouais. Une super vue sur la Sainte-Victoire. En arrivant, ouais. C'est la première chose que j'ai vue, les couleurs. J'ai adoré d'ailleurs la déco. Non, en fait, je suis devenu ce qu'on appelle un OCNI, un objet commercial non identifié. Parce que crois-moi qu'au début, ça n'a pas été facile. J'arrivais dans un milieu où les mecs sont coincés du cul et ils pensent, tu sais, les agents immobiliers pensent que le métier leur appartient. Donc t'imagines quand t'es aveugle, que t'as pas le bac, parce que moi j'ai une main devant, une main derrière. Je voulais faire du droit, moi j'ai fait tout de travers. Tu vois, donc me suis retrouvé à l'envers complet. Ancien sportif de haut niveau, donc on va te dire les cyclistes, c'est bon qu'à pédaler. T'arrives, tu veux vendre des baraques. J'ai reçu un message d'insulte, un SMS, enfin sur Messenger. Ça a été le message le plus motivant de ma vie. Et textuellement, je vais te le donner parce qu'il est ancré là-dedans. Tu n'es qu'une merde d'aveugle. T'es handicapé, t'as rien à foutre dans la profession, dégage. C'est qui t'a écrit ça? C'est un compte anonyme. Ah oui. J'ai bien quelques idées. Mais bon, je me l'étais allumé un peu sur Facebook, le mec, parce que j'étais quasi sûr que c'était lui. Mais il a jamais répondu. Mais ce message, en fait, t'en as, 9 sur 10 qui prennent le message, ils le lisent, ils disent oh, putain, laisse tomber, c'est pas pour moi. Moi, j'ai pris le message, j'ai dit putain, en fait, il sait pas qui je suis, le gars, quoi, il est con. Et ben j'ai vendu des maisons, j'ai été manager et puis j'ai pris la direction nationale d'une très belle enseigne où j'avais 500 commerciaux et 80 salariés au siège.
Comment ça s'est passé l'évolution? Parce que il est toujours dans le métier. Tu m'as fait l'évolution comme ça, mais comment ça s'est passé de passer toutes ces étapes, etc. Alors, ça s'est passé. Alors, ça n'a pas été facile. Je vais pas dire que ça a été easy. Voilà. J'ai beaucoup travaillé. Quand t'es handicapé, c'est malheureux, mais t'es obligé de faire plus que les autres. Moi, quand j'étais en formation, les mecs pouvaient prendre des notes. Moi, j'étais obligé de tout enregistrer, tu vois. Voilà. T'as pas le choix, quoi. Tu pouvais pas noter sur un ordi ou un truc comme ça? Alors, je ne lis pas le braille, je n'écris pas le braille. Ah mais tu fais pas d'effort aussi, tu fais pas le braille. J'ai toujours dit que tout ça, c'était pour les aveugles. et ça, je t'assure, non, mais c'est vrai, j'ai jamais voulu. Et je veux toujours pas. Je me suis jamais servi d'une canne blanche. Là, j'ai appris la canne blanche pendant le Covid, en fait. J'ai sorti la canne blanche parce que j'avais demandé à ma femme et mes gamins de rester à la maison, parce qu'au début, je crois qu'on allait mourir. Et franchement, avec une canne blanche, on dirait D'Artagnan, quoi. Je t'assure, ça craint, quoi. Je sais pas m'en servir du tout. Voilà. Je me suis toujours démerdé, voilà. Donc j'ai travaillé plus que les autres. Et puis je pense que j'ai une chose que les autres n'ont pas, vraiment. Et j'ai pas les chevilles qui enflent. J'ai jamais cherché à être le meilleur. Par contre, je pense pouvoir dire que je suis un des plus déterminés. Et j'ai inventé un mot qui s'appelle la détermine-action. C'est ce que j'explique à tous les gens que je prends en formation. La détermination, c'est bien. Mais s'il n'y a pas d'action derrière, ça sert à rien. Donc j'ai fait un mix, détermination, motivation, ça me va bien. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça t'a pris combien de temps au final entre le moment où t'es arrivé dans le milieu de l'immobilier jusqu'au moment où... 2010 et 2019. En 2010, j'arrive dans le milieu. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, tu sais, il faut une responsabilité civile professionnelle, une assurance en tant qu'indépendant. Personne ne voulait m'assurer. Alors, mes collègues payaient l'assurance 260 € à l'année, moi, 1200 balles. Parce qu'en fait, j'avais eu le tort de dire à ce gentil assureur que j'étais non-voyant. Et là, le gars, il a flippé. Il s'est dit, oh putain, il est non-voyant, il va tout casser, quoi, tu vois. C'est énorme. Non, mais je te jure que c'est vrai, je payais 1200 balles à l'époque. Et je me rappelle du fondateur du groupe, du réseau IAD, qui m'avait dit, Jean-Marie, je suis vraiment désolé, c'est inadmissible. J'ai dit, c'est pas grave. J'ai dit, tu sais quoi, je vendrai plus que les autres et je me rattraperai, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Voilà. Mais il s'est passé, quasi 8 ans et demi. Et est-ce que tu crois que quand tu avais des clients qui venaient, enfin, toi, tu avais des prospects qui venaient pour une maison, le fait que tu sois aveugle, c'était pas, ça pouvait pas être un plus plutôt? C'est une différenciation parce que tu vois, moi j'ai une boîte dans l'immobilier avec un autre Olivier, un de mes potes, un associé. Alors lui c'est un bon agent immobilier, mais moi je connais un peu les agents immobiliers. C'est vrai que la plupart ont une très mauvaise réputation. Les mecs, tu sais, ils ont un peu l'image du requin, qui s'intéressent qu'à la vente, qui s'intéressent pas aux clients. Et est-ce que toi t'as réussi à comme tu disais que t'écoutais plus, est-ce que toi ça a été une force par rapport aux clients ou comment ça s'est passé? En fait, moi, je suis toujours parti du principe que ce métier, en fait, on arrive dans des étapes de vie importantes. Un décès, une séparation, une naissance. On vend pour acheter plus grand. On vend parce qu'on est surendetté. Donc, j'ai toujours mis l'humain au cœur de ce que je faisais. Mais vraiment, dans tout ce que je fais, je mets l'humain au cœur de ce que je fais. Voilà. Donc, mes clients, en fait, je venais chez eux, je les écoutais, j'échangeais avec eux, je n'étais pas commercial. En fait, les agents se trompent. La seule chose qu'on vende réellement, c'est nos compétences à la prise de mandat. Après, la maison, honnêtement, tu la mets en pub, elle plaît. Si tu sélectionnes correctement les acquéreurs, c'est sûr que si le mec, il cherche une baraque de 120 mètres carrés et que tu l'emmènes sur un appart de 35, tu vends pas. Voilà. Mais si tu fais ta sélection correctement, l'appart, il se vend tout seul ou la baraque, elle se vend toute seule. Il y a juste le petit coup à donner, le déclencheur. Mais par contre, j'ai toujours été à l'écoute. Et tu le dis, ce handicap, en réalité, ce que certains appellent un handicap, moi, aujourd'hui, c'est devenu ma force. C'est ma marque de fabrique. C'est pour ça que mes potes m'appellent Daredevil. En réalité, là où certains auraient été plantés, moi, ça m'a boosté. Et je pense que le handicap a fait celui que je suis aujourd'hui. Bah, comme tout dans la vie, c'est les situations qui t'arrivent, qui te forgent. Et donc, du coup, ça évolue. Donc, 8-9 ans, t'arrives en direction. Comment ça se passe quand t'as des gens à gérer, à manager? Alors, quand tu arrives à la direction nationale d'un réseau où il y avait un directeur qui vient de se faire pousser gentiment vers la porte de sortie et qu'en plus, toi, tu le sais pas.
Parce que moi, on m'avait pas dit ils étaient en train de le pousser, en fait. Moi, je pensais que c'était juste voilà, une fin de contrat, terminé, point barre. T'arrives là, à l'époque, il y avait 60 commerciaux. 60 commerciaux vent debout contre le nouveau directeur, parce qu'en gros, j'arrive, je prends la place de quelqu'un. Et sur les 60, t'en as à peu près une quinzaine qui, eux, estiment que non seulement je prends la place du directeur, mais qu'en plus, un aveugle, ça peut pas faire ce métier. Donc, t'es obligé de montrer un peu les muscles et de faire comprendre à tout le monde que t'es bien à ta place, quoi. Voilà. Faut se battre un peu. En fait, souvent, je le dis, hein, je pense que j'ai les mêmes problèmes que les gonzesses. Une gonzesse, tu sais, quand elle réussit, elle a couché. C'est obligatoire, hein. Dans la tête de certains, si elle réussit, elle a couché. Ben, un aveugle, quand il réussit, c'est parce qu'il y a des aides. Il y a la GFIP. Ah oui, d'accord. C'est pas parce qu'il a couché. Bah, il peut coucher aussi, hein. Ça, c'est ce que t'as fait, de toute façon. Oui, mais pas avec le patron. Non, mais voilà. Mais tu vois, c'est toujours cette image. Ouais, il y a plein de croyances erronées là qui font que les gens ils se disent putain, le mec il est aveugle, mais tu veux qu'il fasse quoi? Ouais. Tu veux qu'il fasse quoi? Et puis au final, bah, tu fais tes preuves. Alors tu travailles plus que les autres. Tu motives plus que les autres. Tu écoutes et tu es au contact plus que les autres. Et je suis passé de 60 commerciaux en l'espace de 4 ans à 500 commerciaux. 500? Ouais. Oh, on faisait 600 000 bahts de chiffre à mon arrivée. Je suis parti avec plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. C'est ouf, hein? Ça a été beaucoup de travail. Alors j'ai pas fait tout seul, hein. Non, les commerciaux sûr. ont fait le chiffre. Mais les commerciaux, c'est toujours pareil. Il faut les motiver, il faut les accompagner, il faut les former. Il faut les respecter aussi. Voilà, les commerciaux, c'est pas simplement des numéros. Comme les clients. C'est fou, ça. Ouais, du coup, tu t'es servi vraiment de ce côté plus écoute pour vraiment mettre en place une différenciation par rapport à ce qu'il y a sur le marché, surtout de l'immobilier. Parce que c'est vrai que les commerciaux, ils ont vraiment du mal à souvent écouter les clients, etc., quoi. Moi, je leur parlais de la politique de la vache violette. Et je m'amusais avec ça. Si je te dis vache violette, à qui tu penses? Milka? Bah moi, je pense à Seth Godin. C'est un marketeur qui a sorti La Vache Pourpre en livre. Il est derrière dans ma bibliothèque, là. Ah bah ça, il faudrait que je le lise, tu vois. Ouais. Et ça, c'est un très je très bon trouve livre un sur audio. la différenciation. Mais pour moi, la vache violette, c'est l'exemple type. Milka, ils sortent leur packaging, paf, une vache violette. Et tout le monde se dit, putain, ils sont cons, une vache c'est blanc, c'est marrant, ça détache, putain, violet, ça la fout mal. Sauf qu'aujourd'hui, quand on parle de vache violette, on pense à Milka automatiquement. Et moi, mes commerciaux, je leur disais, putain, mais soyez les vaches violettes de votre secteur. Alors moi, je le suis à ma façon. Parce qu'un aveugle, en général, quand tu le croises, tu l'oublies pas. Franchement. Mes clients, quand je leur disais, parce que moi, je prévenais toujours mes clients, vendeurs ou acquéreurs, peu importe. Quand je prenais un rendez-vous pour prendre un mandat, je leur disais, écoutez, vous allez rencontrer un OCNI. C'est-à-dire, je suis un objet commercial non identifié, je suis aveugle. C'est-à-dire, comme Gilbert Montagnier. Ils sont cons, les gens. Mais, non, mais tu vois, non, mais des fois, non, mais il y en a qui ont pensé, il y en a une fois, on m'a raccroché au nez en me disant, vous avez pas le droit de vous foutre je te jure, il m'a raccroché le mec, il m'a plus jamais rappelé. Il m'a plus répondu d'ailleurs. Voilà. Il pensait que je déconnais et je déconnais pas. Moi, je voulais juste dire la vérité. Voilà. Donc, j'arrivais chez mes clients et l'avantage que j'avais, tu sais, quand on arrive sur une découverte pour un bien à la vente, il y a la phase de découverte. Donc, tous les commerciaux arrivent et qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent les clients et ils regardent, machin, ici et là, pas de problème. Ils remplissent leurs fiches techniques. Moi, j'arrivais et je m'accrochais à mes clients, à l'épaule de mes clients, et je leur disais, écoutez, aujourd'hui, vous savez quoi? C'est vous le commercial ou vous la commerciale. Vous allez me vendre votre maison. Et là, il se passait un truc de magique, mais pour de bon. Je m'accrochais à eux. Et là, on faisait le tour de la baraque et ils me disaient à moi ce qu'ils disaient pas aux autres. Je te donne un exemple. Putain, c'est bon, ça. On rentre dans la cuisine. Bon, je vais être honnête, la cuisine, elle est pas tip top. On pensait la refaire, mais comme on va pas la refaire, elle est franchement dégueu. Ok, super. Quelqu'un qui y voit, il aurait dit, la cuisine, elle est pas super. Ah non, mais ça va, ça passe quand même. Hein. Moi, c'est eux qui me donnaient les points faibles de la baraque. Mais ils étaient honnêtes avec moi, ils étaient sincères. Ouais. Ils étaient sincères. Et pareil avec mes clients acquéreurs. Je les emmenais, je les faisais balader dans la maison, mais à ma façon. Je rentrais pas dans les pièces avec eux. Je leur ouvrais la pièce, je les laissais évoluer dans la pièce tout seul. Voilà. Et moi, je restais sur le pas de la porte et j'expliquais. Voilà, je les ai toujours laissés évoluer. J'ai toujours fonctionné d'une autre façon. C'est l'objet d'une de mes formations qui s'appelle l'œil du tigre en immobilier, où j'explique aux gens que il y a des façons de faire, il y a surtout le savoir-être. Voilà.
Et le fait de pas rentrer, ça change quoi, du coup? Mais quand tu rentres pas dans la pièce, en fait, les gens s'approprient la pièce tout simplement. Ah, ok, Si tu d'accord. rentres dans la pièce et que tu les suis, t'es déjà allé dans un magasin où t'arrives, il y a rien Ouais, de c'est plus relou. énervant. Ouais. Je peux vous aider? Non. Le mec, il te suit Vous et cherchez tout. quelque chose? Non. Ouais. Il y a pas besoin, ferme ta gueule. Quoi, tu vois, au bout d'un moment, tu dis laisse-moi tranquille, quoi, tu Ouais. vois. Enfin, c'est saoulant. Ben là, c'est la même chose. Donc moi, j'ouvrais la porte. Bon, ben super, vous avez la chambre et tout. Elle fait 15 mètres carrés. Vous allez voir, il y a des placards, des machins. Je restais là, je les laissais faire. Et là, les gens rentrent, ils commencent à s'approprier un peu les lieux. En fait, c'est pour eux. Mhm. Tu vois, je peux ouvrir les placards? Oui, allez-y, il n'y a pas de souci. Hop, ils ouvrent. C'est grand, c'est petit. Est-ce que tu leur demandais de te faire une description un peu de ça? Parce que du coup, toi tu pouvais jouer là-dessus. Dire, alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de la chambre. Ben, de toute façon, c'est notre métier de faire derrière un petit débrief avec ses clients acquéreurs en sortant de visite. Bon, qu'est-ce qui va Ouais, pas? mais pas, là, je parle pas à la fin de la visite, mais tu sais, à chaque pièce. Ah, En disant, comme oui, toi, oui. tu le vois pas. Oui. Est-ce que tu Mais te servais de en fait, ça, t'as dire. pas besoin. T'as pas besoin. Ouais, ils le font direct. Parce qu'en réalité, enfin, comment dire, moi, je ressens les choses. Quand un client sort de la pièce qui te fait, bon, t'as compris. Ok, super. Donc après, c'est à toi de faire le job quand même. Voilà. Mais quand tu vois, en général, c'est madame. Hein. Oh, la cuisine, elle est magnifique et tout. C'est que t'as marqué un point, quoi. Voilà, t'as pas besoin d'appuyer, en fait. Ouais. J'ai jamais cherché à survendre. Ouais, bah non. Putain, on cale des baraques à 100 000, 200, 300, 500 000, 600 000, 1 million. C'est l'achat d'une vie de baraque. Quand je vendais des shorts sur le marché, je m'en foutais. Les gonzesses, elles venaient, elles me disaient, il est beau les shorts, il me va bien. J'ai dit, vous êtes un canon, madame. Même si c'était un boudin, je m'en foutais. Et j'y prenais 10 euros dans sa poche. Je m'en fous, tu voles pas sa vie. Mais là, une baraque, Attends, c'est elle quand te même... demandait si ça t'allait bien, mais t'étais déjà aveugle. Non, mais quand elle demandait à mon gars... Ah ouais. Parce que là, je me suis dit, elle est pas très maligne, par contre. Ah, mais il y en a qui ont jamais compris que j'étais aveugle sur le marché. Hein. Ouais, je t'assure. Les gendarmes, par exemple. Quand tu avais une descente pour des contrôles, tu sais qu'ils te contrôlent les factures et tout, j'étais sûr à chaque fois d'être contrôlé. Pourquoi? Ben parce que je regardais pas les grands faces, quoi. Donc à chaque fois, j'y avais droit. Monsieur, ouais, contrôle de la gendarmerie. Je dis, vous avez des gendarmes? Ben oui. Je dis, je sais pas, je suis aveugle. Comment ça, vous êtes aveugle? Je dis, ben oui, je suis non-voyant, hein, je vous vois pas, les gars. Bon, en réalité, on discutait, ils me contrôlaient pas, du coup. Oui, ouais. Mais à chaque fois, j'avais droit au contrôle. Hein. Tu sais, tu regardes, tu croises pas le regard. Quand je prends l'avion, tu peux être sûr que au moment où je passe, donc ma valise, il bipe tout, je passe les barrières, tu sais. À partir de là, il y a un gars qui me dit, monsieur, mettez-vous sur le côté. J'ai droit les mains, les pieds, enlever les chaussures, machin. Et un jour, je dis au gars, je dis, mais c'est au faciès ou... Non, il me dit, monsieur, c'est aléatoire. J'ai dit, non, mais le aléatoire, c'est quand ça arrive une fois de temps en temps. Je dis, moi, c'est tout le temps, quoi, tu vois. Donc, et je pense que vu comme je les regarde pas en face, les gars, ils se disent, lui, il a un truc à se reprocher. Quoi. Ouais, c'est pas impossible. Ouais. Bon, après, ça se gère. Ouais. Non, c'est juste, ok. Et ouais, donc du coup, t'as quand même cet avantage-là. Mais après, quand t'es manager, tu fais encore des visites de maison ou pas du tout? Ou t'es juste manager? Non. Quand j'étais directeur national, j'allais en soutien avec des commerciaux quand je faisais des formations sur le mandat exclusif. Quand tu fais de la formation sur le mandat exclusif, t'as toujours un égo qui va te dire mais c'est facile à dire, mais alors sur le terrain, ben, j'y prends du rendez-vous, c'est moi qui viens avec toi. Donc j'y allais, je prenais une exclu, on ressortait, il me disait ah ouais, j'ai ben je te l'ai dit, je te demanderai jamais de faire une chose que moi je suis plus capable de faire. Parce que je suis toujours parti de ce principe-là. Si tu donnes de la formation, si tu donnes du conseil, si tu donnes de la compétence, il faut qu'à minima, toi, tu aies ce conseil, cette compétence et cette possibilité de donner de la formation. La preuve par l'exemple. Ouais, bien sûr. Et les formations, du coup, comment ça gérait? Parce que tu parlais de la formation, mais en tant que directeur, tu faisais des formations que pour les membres, c'était pas des trucs en externe, c'était ce qu'en interne. Ouais, okay. Que les commerciaux. Je faisais de la formation pour mes commerciaux, plus des conférences en externe, sur des séminaires avec plusieurs enseignes. Ok. Et après, du coup, qu'est-ce qui se passe après cette expérience? Eh bien, après, il se passe que le 16 novembre 2022, c'est un mercredi, je sors d'une réunion et là, bêtement, il me prend une douleur ici. et puis une douleur là, dans le bras. Et puis là, d'un coup, la mâchoire qui se serre, le goût du sang dans la gorge. Et là, tu te dis, ah, il y a peut-être un problème. Donc, c'était mercredi, j'étais en réunion, j'étais en télétravail. Ma femme, mes enfants à la maison. Donc, je me dis, je vais pas affoler tout le monde. Donc, je sors sur la terrasse, j'appelle des pompiers et je leur explique. Et là, on me dit, écoutez, monsieur, vous vous allongez, vous bougez plus, on arrive. Donc,
Je rentre et je dis à ma femme, bébé, est-ce que tu peux me préparer la carte de sécu? Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, tu t'affoles pas, il y a les pompiers qui arrivent. Voilà. Et ben, ça s'appelle l'infarctus, quoi, tout simplement. Je fais un gros infarctus. Je suis passé à 2 doigts parce que je devrais plus être là, en fait. Et là, tu te prends encore un TGV dans la gueule parce que là, tu prends conscience que ce que tu dis, en fait, c'est vrai. Tu sais que tout le monde le dit, hein, la vie, elle est courte, il faut profiter. On le dit. Mais on n'en a pas suffisamment conscience. Et là, je me suis dit, ah la vache, ouais, putain, je suis passé à 2 doigts. En plus, je l'ai pas compris. Moi, à l'hosto, tu pars aux urgences, tout va très vite. J'ai pas compris que je faisais un infarctus. Donc, on me stent. Pour moi, j'avais un problème d'artère. Et le soir, en réa, je voulais allonger le lit. Là, c'est des télécommandes électriques. Donc, je voulais m'allonger. Je me suis retrouvé comme ça, en hauteur. L'infirmière, elle entre. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites? Je fais du manège. Et elle me règle le lit. Et là, la nénette, elle me regarde, elle me dit, putain, vous savez que vous êtes cool, vous? Mais moi, dans ma tête, je me dis, elle te dit, t'es gentil. Ben, j'ai dit, oui, c'est normal. J'ai dit, tout le monde est cool. Voilà. En fait, elle voulait me dire, putain, t'as failli crever, t'es en train de t'amuser avec la manette, quoi, tu vois. Mais moi, je savais cool pas. Comme ça, ok, d'accord. Ah ouais, j'avais pas compris du tout. Et c'est quand je suis sorti, parce que j'ai fait le forcing pour sortir, un matin, l'aide-soignante arrive, j'étais habillé, jean, basket, machin. Elle me dit, vous faites quoi? J'ai dit, je me barre. Elle me dit, vous pouvez pas? Le docteur l'a pas dit. J'ai dit, ah bah si. Ah bah c'est pas marqué sur le tableau. J'ai dit, bah allez voir, elle s'est trompée. Et là, t'as le doc qui arrive, la cardio, qui me dit, mais vous faites quoi? J'ai dit, bah je veux partir. Faut rentrer chez moi. J'ai dit, m'emmerde, quoi, tu vois. Et elle me dit, mais c'est pas prévu. Bah j'ai dit, l'imprévu, ça fait partie de la vie. Donc ils m'ont laissé sortir, voilà. Et c'est quand ma femme est arrivée dans la piole que là, elle s'est mise à pleurer. Et puis moi, tu sais, je comprends pas en fait, parce qu'elle comprend à ce moment-là que moi, j'ai pas capté que je venais de faire un putain d'infarctus, quoi. Et toi, t'as capté quoi à ce moment-là? J'ai rien, parce qu'en fait, personne m'a rien dit. Bah, tu te doutais quand même que c'était une crise cardiaque. Dans ma tête, j'avais non, pas une crise cardiaque, j'avais un problème d'artère. Point. D'accord. Ça s'est arrêté là, quoi. Et c'est vrai que quand ils m'ont passé le stent, le doc me dit, putain, vous savez que vous avez de la chance d'être là. Et moi, je disais, putain, mais il est con, quoi. La chance, ça serait d'être à la maison avec les miens, quoi, tu vois. J'ai vraiment pas tilté. Et là, c'est Valérie, ma femme, qui me dit, mais attends, t'as fait un infarctus? Je dis, mais non. Et là, il y avait le doc, elle lui dit, et le doc, elle me dit, mais oui, vous avez fait un infarctus. C'est-à-dire un infarctus comme un infarctus, un truc comme ça, là. Ah, putain. Et là, je me suis pris vraiment le TGV dans la gueule parce que tu dis, merde. Là, on t'explique, je suis passé à 2 doigts, quoi, parce que j'ai l'artère, en fait. Le stent, il est à 1,5 cm du cœur. À 1,5 cm près, il pouvait même plus stenter. J'étais pas là. J'étais plus là, tu vois, pour parler. Et là, ouah, la vache, tu dis, merde. Pour de bon, la vie, elle est courte. Donc, tu prends un peu de temps, tu réfléchis, tu te dis, attends, 80 heures par semaine, 500 commerciaux, tu bossais les 80 salariés. heures par semaine? Ah ouais. Ouais, c'était. Ah putain, c'est chaud. Hein. Ah, je bossais 48 heures sur 24. T'as pas le choix. Ouais, non, derrière, t'as un conseil d'administration, on avait de très très gros investisseurs dans le groupe, ils venaient de poser 100 millions d'euros dans le groupe, donc autant te dire que derrière, c'est du chiffre. Tu bossais tous les jours, du coup? Ah, je bossais 7 sur 7, ouais. J'arrêtais pas. J'étais toujours disponible le jour, la nuit, hein, voilà. Et puis là, tu te dis, bon, ben ça va, je vais lever le pied. Donc là, j'ai négocié mon départ avec le président. J'écoute, je peux plus, quoi. Je me sens plus de faire ce que je faisais et je serais malhonnête de dire que je vais le faire. Voilà. Donc j'ai quitté le groupe. Et puis là, aujourd'hui, je pars sur une nouvelle aventure. Voilà. Faire autre chose, différemment. Et c'est quoi maintenant là qui te fait kiffer, du coup? Alors, ce qui me fait kiffer aujourd'hui, je me dis, putain, j'ai quand même un parcours atypique et inattendu. Parce que franchement, quand tu pars de là où je suis parti, que tu te prends la cécité dans la gueule, faire ce que j'ai fait, je trouve que ça a été une belle histoire, une belle aventure. Vraiment, je me suis éclaté. Sauf que moi, je suis un compétiteur. Aujourd'hui, je lance une boîte qui s'appelle Kapoupakap avec 2 K. K-A-P-O-U-K-A-P. Et ça me fait rire parce que ça fera caca. Tu vois, le logo, c'est génial, quoi. Ça m'éclate. Je me dis, le jour où j'ai une secrétaire qui répond caca, j'écoute, ah putain, c'est extraordinaire, quoi. L'idée, c'est de transmettre mon énergie, mon mindset, transmettre mes compétences à des commerciaux. Alors là, je vais aller plus large que l'immobilier. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je peux beaucoup amener à tous les commerciaux. Parce que le mindset du commercial, je le connais.
Le commercial, tu sais, tant qu'il vend, tout va très bien. Dès qu'il vend pas, paf, il se retrouve la tronche dans le seau et c'est terminé. Il faudrait les taper dans le seau pour l'aider, lui filer un coup de main. Donc ça, je sais faire. Je suis hypnothérapeute, diplômé. Je suis préparateur mental, ancien sportif de haut niveau, qui plus est. Donc je me dis qu'aujourd'hui, je suis à même de travailler l'hypno-coaching et le mental. Alors pour autant, j'ai pas envie de faire de l'hypnothérapie de base. Les anneaux, tu sais, les anneaux mentaux, les tocs, les troubles, les machins, c'est pas ce qui m'intéresse. En fait, moi, je suis passionné par le cerveau, je suis passionné par l'être humain. Et l'idée aujourd'hui, c'est de dire aux gens, tu vois, en réalité, tu te mets des putains de barrières. Et moi, tes barrières, je peux t'aider à les exploser. Et on peut passer de l'autre côté. Voilà. Faut juste que tu me donnes la main et que tu écoutes un peu ce que je te dis et puis qu'on se mette à l'action, quoi. C'est toujours pareil. Yeah. Motive, action. Et puis, on va s'amuser à faire 2-3 trucs sympas puisque j'ai besoin de me rechallenger aussi sportivement. Et ça, je sais que le sport, toi, ça te parle. J'ambitionne de m'attaquer au record de la traversée Saint-Tropez-Calvi en jet ski. C'est le record d'Alexandre Debanne, le présentateur télé. Il a fait ça en 2h14. Donc je me dis, moi, aveugle, si je mets 2h30, ça sera déjà un très beau record. Mais si je mets 2h13, je lui prends le sien. Donc c'est l'objectif. On est là actuellement en train de préparer tout un staff technique, com, marketing, voilà, et en recherche de partenaires. Mais au-delà de ce record, je fais aussi des récoltes de fonds pour soutenir des associations qui s'occupent de gamins malades, handicapés, et parfois même handicapés socialement. Parce que pour moi, le handicap, il peut être social. Tu sais, dans certains quartiers, tu as des gamins qui aimeraient faire des tas de choses, et les parents n'ont pas les thunes. On pourrait dire c'est des quartiers, on pourrait dire plein de choses. Ok, super, sauf que moi, ça, je l'ai vécu. Et qu'aujourd'hui, il n'y a rien de plus qui me fait kiffer que de faire briller les yeux d'un gamin et de pouvoir donner une chance à un gamin de s'éclater. Donc, on va joindre l'utile à l'agréable. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Le côté humain, il est toujours dans mes projets. Il y a toujours ce côté humain, partage. C'est important pour moi. Et puis, au-delà du jet ski, je vais aller m'amuser à, on va dire, à exploser les croyances des gens. Quand j'ai fait mon infarctus, Porsche m'avait proposé de piloter une bagnole, de faire un 0-200 départ arrêté. Le problème, c'est que quand ils m'ont appelé, j'étais en réanimation. Et le gars me dit, comment ça se passe? J'ai dit, là, en fait, pour être honnête, j'ai un petit problème de santé. Il me dit, qu'est-ce que t'as? Je me suis fait une entorse. J'ai pas menti. C'est une entorse du myocarde, tu vois, donc, voilà. On va les recontacter. C'est le team officiel Porsche, voilà, parce que l'idée, c'est d'aller chercher ce 0-200 pour commencer. Mais en réalité, j'ai autre chose en tête parce que le record de vitesse pour les non-voyants, il est à 343 km/h. C'est un aveugle anglais qui a le record. Il a fait ça sur une Nissan GT. Il a tapé quand même 343 km/h. C'est énormissime. Et moi, je me dis, merde, ce record, j'aimerais bien qu'il soit chez nous en France. Donc, pourquoi pas? Alors, il a fallu que je décide le cardio. Il a fallu que je décide ma fab. Tout le monde est à peu près d'accord. Je vais trouver les partenaires. Mais en tout cas, ouais, je vais m'amuser avec le cap ou pas cap à aller... de l'automobile, de la moto, du jet ski. S'il faut que je fasse du trapèze, je ferai du trapèze, mais à chaque fois, je créerai un lien, une cagnotte et on soutiendra une association. Et à côté de ça, je vais donner de la conférence, de la formation pour toutes celles et ceux qui en ont envie. C'est cool, ça. Hein, ouais, j'espère, cool. On verra. Encore une fois, je pars à l'aveuglette. Ouais, mais ça te va bien, encore une fois. Il y a que toi qui peux partir à l'aveuglette. Mais là, pour le coup, voilà, quoi, c'est... j'ai tout un parcours avec des conseillers qui me suivent... Voilà, et là, c'est pareil, tu découvres des tas de choses. Là, j'ai découvert France Travail parce que moi, depuis très jeune, j'avais jamais été au chômage une fois ou deux, tu vois, mais vite fait, une période courte. Et là, j'ai un monsieur récemment qui me dit, alors, qu'est-ce que vous souhaitez faire? Est-ce que vous voulez reprendre une direction nationale? J'ai dit, sûrement pas. Une direction commerciale? J'ai dit, non plus. J'ai dit, direction nationale ou commerciale, c'est pareil, on va parler de chiffres. Il me dit, votre projet, c'est quoi? Je dis, écoutez, je veux racheter une licence de taxi, je vais m'installer sur Aix-en-Provence. Et le mec, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah putain, c'est une bonne idée, quoi. et là, tu te dis, ah la vache, putain, on est dans la merde, quoi. Voilà, c'est la nénette, 2 heures plus tard, elle me dit, alors si vous êtes aveugle, j'écris que vous ne pouvez pas conduire. Alors, j'ai dit, oui, en réalité, je peux conduire. C'est les autres qui veulent pas. Mais moi, je pense qu'elle comprend. Donc, elle me dit, alors je mets quoi? Vous conduisez ou pas? C'est l'histoire de ma vie.
Voilà, bon, ça fait rire. Alors, des fois, ma femme me dit, ça s'est passé comment? Je dis, là, j'ai perdu un quart d'heure. Là, j'ai perdu 1 heure, tu vois. C'est fou. Ouais, c'est comme ça, mais bon. Voilà. Après, j'attends après personne. Hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, depuis Minot, j'ai compris que si je veux quelque chose, c'est à moi d'aller le chercher. Hein. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Et j'espère bien que tu me fileras un coup de main. Ah, il taxe Tu du t'y attendais truc, pas, ça y est. celle-là. Ah, si, je le savais. Celle-là, Je le savais. tu l'as pas vu arriver. Je le savais. Et attends, moi, Ouais. je rebondis. Tu sais que tout l'argent qui vient de la publicité via YouTube, on le reverse à une association de la protection des animaux. Des animaux, ça, c'est une très bonne chose. Donc, Non, mais je te parle pas financièrement. J'ai besoin de toi. Ça va. Moi, j'ai plus d'argent. Moi, c'est fini. Je sais que t'es un Parisien. Ouais, j'ai pas d'argent. Amazon. Y a rien du tout. Oui, je sais, Les poches, elles sont vides, tu sais. Les sextoys, machin, ça marche plus, on sait. Ah non, fini non, ça. l'idée, c'est, j'ai besoin de toi pour la com, en fait. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Faire savoir ce qu'on va faire, comment on va le faire, pour qui on va le faire. J'ai un compte Facebook qui est au taquet. J'ai une page Facebook qui est plutôt sympa, qui s'appelle Capoupacap aussi. J'ai un compte Instagram. Directement sous la vidéo. J'ai un compte Insta, tu vois, où là, les gens peuvent venir. Mon compte Insta, il est tout pauvre. J'ai 400 followers. Je suis pas un pro sur Insta. Franchement, je suis une quiche. Tu fais quoi sur Insta? Parce que c'est quoi un peu le profil? Là, on va lancer toutes les vidéos, motivation, les défis. Le Capoupacap, en fait, l'idée, c'est de créer une communauté où il y aura soit du commercial, soit, je sais pas moi, la personne qui a envie de se dépasser. Sport, tiens, trouver une meuf, par exemple. Mais un truc con, hein, je veux dire, c'est vraiment con. Hein. T'as des mecs, moi j'ai des potes, ils sont sur Mythique, ils sont sur tous les sites, ils me disent, avec un peu de chance, peut-être qu'un jour je trouve. Ouais, en même temps, si tu sors un peu, que tu vois, il faut un peu bouger, quoi. Parce que, c'est clair. Voilà. L'idée, c'est de se lancer des challenges. Perte de poids, ne me dis pas repousse de cheveux, sinon je te démonte. Non, j'ai rien dit. Ouais, je sais. Après, tu peux je préfère te le dire. Ça repousse aussi. Hein. Oui, ça se greffe. Non, mais tu vois, c'est d'avoir une communauté où on va se challenger les uns les autres. C'est pas mal, ça. Pour essayer de se dépasser, exposer chacun ses propres limites. Et à chaque fois, je mettrai un challenge, je jouerai le jeu sur le challenge et une cagnotte litchi où les gens pourront donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, ce qu'ils veulent. Hein. Et on reverse à une assoce, nous aussi. C'est bon, ça. De toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Ouais, je suis preneur. Hein. Et en parlant de dépassement, tu sais, là, il y a eu un documentaire sur Dinoxtag, tu as peut-être entendu parler, là, qui a grimpé l'Everest. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce gars à 22 ans qui a fait ça? Pour moi, c'est énormissime, quoi. Alors, j'aimerais tellement le faire. Mais par contre, je te dis tout à l'heure, je suis une vraie caguette, quoi. C'est horrible, hein. Voilà. Et je trouve que c'est un truc de malade ce qu'il a fait. Alors, ça fait jaser. Ouais. Forcément. Voilà. Mais moi, j'aurais tendance à dire à ceux qui jasent, vas-y, fais-le. Montre que t'as des muscles, prouve-nous, quoi. Parce que parler, c'est bien, il y a qu'à Faucon. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'attaque le record au taquet. Parce que Deban a mis 2h14. Si moi, je mets 2h30, je peux t'assurer que derrière, tu auras tous les branleurs qui diront « mais ce qu'il a fait, moi, je peux le faire. Hein. » Si je mets 2h14, je pourrais leur filer un bandeau, lui dire « Tiens, tu mets ça sur tes yeux, tu prends la bécane et tu fais. Montre-moi que tu sais faire. » C'est ce que je faisais dans le vélo. Dans le vélo, un jour, j'arrive sur une course. C'était la cycle éguale. En fait, c'était une cyclo-sportive. Alors, quand je n'étais pas en compétition officielle, je partais faire de la représentation pour le département de l'Ardèche parce que j'avais un contrat sur image avec eux. Et là, j'arrive sur la cycle éguale avec mon pilote. Et puis, il y a un tandem qui arrive à côté de nous. Les mecs, salut les gars, ça va? Je dis oui. Il me dit, écoute, on est les leaders du classement du tandem cyclotouriste. Tu sais, le mec, wesh, quoi, tu vois. J'ai super. Il me dit, vous, ça fait longtemps que vous faites du tandem? J'ai quelques semaines, quoi, tu vois, on démarre. Moi, je ferme ma gueule, quoi. Ouais. Et là, t'as le début de la course, donc on démarre, c'est d'entrer un col, tu vois. Donc, on est 800 en bas, en haut du col, on est 12. On a tout fait péter, on arrive à 12. On fait la boucle, on gagne la course. Les mecs arrivent 1h30 après nous. 1h30 après? Ouais, 1h30 après, ouais. Il y avait 120 bornes. 1h30 après. Et là, sur le podium, le speaker annonce, donc, Jean-Marie Florent, Michel Tobal, vainqueur de la course, machin, membre du groupe France Handisport, et il balance toutes nos victoires et nos podiums. Et là, le gars, il vient me voir, il me dit, putain, mais pourquoi tu m'as pas dit ça tout à l'heure? Je sais pas, moi, tu m'as dit que t'étais le leader. Moi, je respecte les leaders, tu vois, donc, par contre, tu sais, être leader, c'est à l'arrivée. C'est pas au départ. Ouais. Voilà. C'est comme ça que tu montres que t'es bon.
c'est pas en ouvrant ta gueule au départ. C'est à l'arrivée que tu le prouves. Donc là, aujourd'hui, ouais, les mecs, ils peuvent se foutre de sa gueule. Moi, je trouve qu'à 22 balais, faire ce qu'il a fait, c'est énormissime. Il a travaillé, il s'est préparé. Il faut du mental. Mine de rien, hein. Ouais, Il faut un putain de mental. Voilà. Ben, respect, quoi. Dire, y a rien d'autre à dire. Voilà. Moi, j'ai entendu un gars qui est un peu dans mon domaine, en plus, dans l'information. Ils parlaient entre eux. Et le gars, c'est ce truc que je supporte pas. Il a dit, ouais, si lui, il a mis 1 an de préparation, moi, je le fais en 1 semaine de préparation, etc., etc. Moi, j'appelle ça des crocos. C'est des grandes gueules, des petites pattes. Tu vois. C'est ça. Alors, moi, le crocodile, je le qualifie différemment. C'est 1m70 en taille, 1m69 de bouche et 1 cm de talon. Ouais. Voilà. Des crocos, il y en a partout. Un jour, moi, j'étais à la muscu et je m'entraînais donc à Aubenas parce que je faisais du vélo le matin, renforcement musculaire le soir. Donc moi, les cyclistes, nous, on travaille les jambes, les abdos, le dos, tu vois, pas les pecs. On en a pas besoin, quoi, honnêtement. Sauf ceux qui ont envie. Et là, j'étais à la presse, je travaillais à 360 kilos, donc j'avais mis des tas de disques au-dessus, parce qu'il n'y avait pas les 360. Et derrière moi, il y avait 2 rugbyman. En Ardèche, à Aubenas, il y a une équipe qui était en Fédéral 1 à l'époque, c'est déjà le niveau pro, quoi, tu vois. Et j'entends un des deux qui dit, ah, mais ça, ce qu'il fait là, mon petit frère, il le fait. Moi, je ferme ma gueule, je finis mes séries et tout. Je lâche la presse, je me mets à côté, je commence mes étirements. Le mec, il vient, il me fait, je peux prendre la presse? Je dis, ouais, vas-y. J'ai par contre, j'ai fait gaffe, j'ai mis des disques par-dessus, il faut pas lâcher d'un coup. Si tu lâches, ça tombe. Hein. Ouais, c'est bon. Et là, le mec, il fait 2 poussées, j'entends, ah, crac, boum, tous les disques par terre. Et moi, j'étais là, et puis avec le sourire, je le regarde, je dis, oh, il me dit quoi? J'ai dit, ton frère, il est plus fort que toi. Tu vois, il doit être plus costaud que toi, ton petit frère. Il a fermé sa gueule, il est parti, quoi. Ouais. C'est ce que j'appelle les dindons. Ça glougloute. Tu vois, le dindon, il glougloute, voilà. Et quand tu veux voler comme un aigle, ben, t'évites de fréquenter des dindons, quoi. Donc, c'est pas compliqué. Moi, je raye les dindons, je leur coupe la tronche, je m'en fous. Rien à foutre. Et tu vois, pour moi, les gens qui font ça, ce que tu viens de me dire, qui disent ce que tu viens de dire, ben, pour moi, c'est des dindons, c'est des abrutis. Plutôt que d'ouvrir ta gueule, prouve. Ouais, c'est clair. Prouve. Comme des tas de coachs que je vois sur YouTube, en immobilier ou autre, peu importe, où le mec, il va t'expliquer comment devenir millionnaire en 10 minutes de vidéo. Puis après, il te dit, je m'excuse, j'ai mon banquier qui m'appelle, je suis à découvert, je vous laisse les gars, je reviens. Ah, moi, ça me fait délirer, quoi. Mais je t'assure, moi, j'avais des commerciaux qui prenaient des formations où les mecs, ils me disaient, j'ai acheté une formation 1200 balles. J'ai dit, ok, c'est quoi le thème? C'est qui le formateur? Le formateur, tu le connais pas. 1200 balles où le mec, il t'explique comment tu vas pouvoir prendre du mandat sans bouger de chez toi. Ah putain, j'étais sérieuse? Ouais, j'ai le seul qui se gaffe, c'est lui, quoi. C'est énorme. Donc, tu pourrais lancer une formation. Comment vendre sur Amazon sans avoir de produit? Techniquement, c'est possible. Alors, sans avoir... Ça, c'est du dropshipping, c'est ça. Mais même, oui, mais... on pourrait faire des e-books, on pourrait faire de l'affiliation. Oui, non, mais... on entend plus ta grande gueule, là. Tu vois, non, mais tu peux faire, forcément, mais un e-book, c'est un produit, quoi qu'il en soit. C'est un produit digital. C'est un produit digital, mais ça reste un produit. Alors, on pourrait faire de l'affiliation. Une photo sur Amazon où il y a un gros vide en disant rien, ça vaut 45 balles. Alors, ouais, sauf que ça existe. Et c'est un produit. J'avais fait une vidéo, je vous la remettrai ici. Le mec, il a fait un truc où il vend du vent. Ouais. Il vend du vent pour tous ceux qui ont déjà tout. Et c'est un principe du marketing où le mec, il en vend. En fait, il a une capsule comme ça, et dedans, il a de l'air. Et c'est un truc de l'air en disant, c'est une idée de cadeau, et c'est une idée de génie. Une idée de cadeau pour ceux qui ont tout. Et en dire, bah, comme t'as tout, je t'offre rien. Et je trouve c'est un truc de fou. Donc le mec, il vend du rien. Il vend rien, tu vois. Mais il y a une capsule. Il y a une capsule. Donc il y a un concept marketing. Il y a un produit. Ouais, mais c'est une dinguerie quand même. Tu te dis, le mec, il n'achète rien, tu vois. Si tu viens après un bon cassoulet, je peux te vendre 3 vents. Et là, t'as pas rien, t'as l'odeur. Non, mais c'est une dinguerie. Et c'est 25 balles le prout. Mais tu rigoles. Voilà. Mais il y a non, mais dans l'absolu, on peut tout vendre, tout acheter, il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, putain, les gars, tu veux donner de la compétence, montre que t'as déjà la compétence pour donner cette compétence. Putain, c'est comme quand t'élèves un gamin. T'élèves ton gamin, tu lui dis, écoute, faut pas voler. Et chaque fois que tu ressors du supermarché, t'as un sauciflard dans les poches ou des bons becs. Tu l'as chouré. D'ailleurs, c'est quoi l'exemple? Ça sert à rien. Et surtout que les gamins, t'as beau leur dire, s'ils se basent sur ce que tu fais. Il n'y a pas photo. C'est ça. Hein. Mais dans l'absolu, les adultes aussi. Si t'es un exemple, si t'es un leader, c'est quoi? C'est donner l'exemple. Tout simplement. Quelqu'un qui va donner de la motivation à ses équipes, il faut déjà qu'ils soient motivés. Si t'arrives le matin en disant, putain, on va encore passer une journée de merde. Ah, je te jure. Les gars,
faire du Ça va être chiffre. dur, hein. Oh là Faut là. faire du chiffre. Ouais. Surtout en ce moment. Hein. En ce moment, l'IMO, là, c'est compliqué, c'est tendu. Moi, je le vois. Hein. Tous les commerciaux vont te dire, c'est la fin, on va tous mourir. Ben non, on va pas tous mourir. Il y a 800 000 ventes qui se font cette année. Sur les 800 000, il y en a 10 pour ta gueule. Par contre, bouge ton cul. Si tu restes sur le canapé à écouter le coach qui te dit qu'il faut pas bouger de la maison pour prendre du mandat, ben, t'auras pas de mandat. Et si t'as pas de mandat, ben, t'as pas de chiffre. Voilà, c'est juste ça, en fait. Les commerciaux, dans le domaine de l'immobilier, ils ont que du variable ou ils ont fixe plus variable? Ou Non, ça dépend? non, aujourd'hui, alors c'est très très rare. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des avances sur com en agence. Là, aujourd'hui, même les agences, ce qu'on appelle vitrées, tu sais, agences physiques, Ouais. elles recrutent des commerciaux indépendants. Donc, il y a que de la com. Que de la com. C'est très très rare quand il y a une avance sur com. Les commerciaux sont quasiment tous dans tous les réseaux des indépendants. C'est-à-dire qu'ils travaillent à la commission. Ok. Tu vends, tu manges, tu vends pas, tu manges pas. Et les commerciaux, ils sont indépendants, ils travaillent avec plusieurs enseignes ou ils sont quand même dédiés avec une enseigne? Non, non, ils sont sous enseigne. Sous une enseigne. Ouais, sous contrat, ouais. Bah oui, forcément, parce que l'enseigne prend quand même à sa charge la publicité. Ouais, ok. Et en moyenne, bon, c'est une question, j'ai envie de te dire, c'est une question à la con, je te le dis direct, parce que c'est nous, j'ai un peu les mêmes sur Amazon. Combien tu peux gagner? Tu vas me dire, ça dépend. Mais en moyenne, toi, tes commerciaux, les meilleurs, ils pouvaient gagner combien par mois si tu lis sur une année? Alors, je vais te donner, si tu lis sur une année, les meilleurs vont te faire aller 100 000 balles de chiffre. Sur 100 000, ils prennent 80%, tu vois. 80 000 balles, tu coupes la poire en deux parce que les impôts, parce que le RSI, parce que machin, ça fait 40 000 balles annuelles, 3 500 par mois, tu vois. Voilà. En faisant un chiffre d'affaires à 100 000 balles. C'est pas Là, ouf, hein. Moi, je chez- pensais qu'ils gagnaient plus que ça, moi, Ah non, les bons mais agents non. immobiliers. Mais non, mais le problème, c'est que les agents, tout le monde a l'image de l'agent immobilier, comme le notaire d'ailleurs. Hein. L'agent immobilier, il se gave. Il prend une com à 15 000 balles. Mais oui, mais sur la com à 15 000 balles, il y a le réseau qui mange, il y a la publicité, d'accord? Il y a le RSI, il y a les charges, il y a tout. Le notaire, c'est pareil. Un notaire, quand il signe pour une baraque, les mecs pensent qu'il se gave. Il prend pas les 6 ou 7%, le notaire. Il prend même pas 1%. Il prend même pas 1% de ce que tu payes. Ce qui fait que le notaire prend de l'argent, c'est qu'il multiplie. Tu es obligé de passer par le notaire. Donc, il multiplie les signatures. Voilà. Après, tu as des mecs qui gagnent très, 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 très bien leur vie. Là, j'ai regardé les chiffres chez IAD France. Cette année, le meilleur vendeur du réseau a fait plus de 560 000 euros de chiffre d'affaires. Prends 70% chez IAD. Ouais. Pas mal. Tout dépend de ton implication, de tes objectifs aussi. Parce que tu as des mecs qui viennent faire de l'IMO en se disant, bon, ben moi, si j'arrive à faire 3 000 balles par mois, c'est bien. Je bosse, je fais mes 3 000 et après, je m'occupe de ma famille. Et c'est un choix. Et c'est respectable. Hein. Et puis, tu en as d'autres qui disent, qui viennent et qui disent, bah, moi, je veux faire 10 000, 15 000. Puis, il y en a qui me disent, je veux faire 25. J'ai dit, c'est jouable. Par contre, moi, je ramène tout au chiffre d'affaires. Tu vois. Je leur dis, OK, très bien, on va faire ton business plan. Tu veux faire 25 000, voilà ce qu'il faut que tu fasses comme vente. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Si tu veux faire ce chiffre d'affaires, on est sur des coms moyennes ici à 15 000 balles, voilà ce qu'il te faut comme mandat. Le nombre de mandats. Et puis après, si tu veux qu'on aille plus loin, si tu as tant de mandats, voilà ce qu'il te faut comme exclusivité. Parce que les ratios exclusivité, c'est tu prends une exclusivité, tu la vends. Tu prends 10 mandats simples, tu en vends qu'un. Ah ouais, d'accord. Ben oui, forcément. Donc, moi, j'ai jamais laissé les gens rêver, en fait. Voilà, c'est un métier où c'est très rémunérateur. Par contre, je voulais pas que les gens planent. Comme sur les réseaux sociaux, comme sur YouTube, où on explique aux gars que ah mais no stress. Attends, bon, je fais de toi un millionnaire dans les 2 heures qui suivent là. C'est vrai. Non mais ça existe. On reconnaît. Dire, Ah bah, mecs, je le dis tout le temps en vidéo, c'est n'importe quoi. Moi, ça me fait gerber quoi. Je me dis mais ils sont malades ou quoi. En parlant du mindset d'ailleurs, parce que tu vois, ça c'est un grand sujet. Moi, je le dis souvent sur les réseaux parce que ça me gave dans mon domaine. T'as des mecs qui ont... alors là, je fais un peu le vieux con, on est d'accord. Mecs de 40 ans et tout, des gars de 20, 23 ans qui sont des experts. Les dire expert à 23 ans, c'est pas possible. Un expert, c'est 8 ans minimum de taf, tu vois. Donc, t'as pas commencé à 12 ans ou à 15 ans, tu vois. Ouais, mais expert, c'est le mot qui va bien. C'est le ouais, mot, mais le mot qui tue. mais c'est comme la bienveillance. Ouais, mais ça me casse les couilles parce Alors que moi ça me fait c'est n'importe quoi. Mais oui, ça. mais justement. Mais après, l'expert, comment dire, il suffit que tu lui dises, bon, très bien, donne-moi ton parcours. Explique-moi ce que tu as fait dans la vie. Ben là, je sors de mes études et j'ai fait une formation de 2h30 que j'ai acheté 80 balles et j'ai une certification. Ah oui, d'accord. Ouais, t'es un expert. Super. Voilà. L'avantage, c'est qu'à mon âge,
et au tien, et tu arriveras au mien aussi, je te le souhaite, c'est que tu as un parcours de vie. On apprend. Je pense que dans la vie, on vieillit pas, on mûrit. Et on mûrit tous différemment. Moi, je continue à me former. Là, je suis sur des formations, justement, parce que je veux aller encore un peu plus loin. Et je reste encore sur de la formation et je me forme régulièrement. Je lis des tas de bouquins audio. Voilà. Et tous les commerciaux qui me disaient, mais attends, moi, en développement perso, j'ai lu plein de bouquins. J'ai dit, oui, mais t'as lu les livres, mais qu'est-ce que t'en fais? Ouais. T'en fais quoi? Parce que le lire, c'est bien. Mais t'en fais quoi au final? Tu te sers de quoi? Dans tout ce que tu as lu, tu t'en sers de combien? 1%? 0,5%? J'ai dit, c'est dommage. Et moi, j'explique, notamment dans l'atelier L'œil du tigre, j'arrivais, imagine le truc, moi je suis directeur national, donc je suis là pour parler de chiffre d'affaires. Je suis là pour parler de vente, de mandat exclu. J'arrive le matin, tu prends, t'as 20, 30, 40, 50 négos, et tu leur dis, voilà, aujourd'hui, on va pas parler de mandat, on va pas parler de chiffre d'affaires. Et toute la journée, je les recale sur des valeurs qui sont les leurs. Le soir, je les lâche, c'est des lions. Et pourtant, on n'a pas parlé de pognon, on n'a pas parlé d'exclus. On a fait les choses différemment. Mais je les ramène à la réalité. Et par contre, je me sers de mon parcours pour leur dire, tu vois, putain, quand les mecs, ils arrivent et qu'ils te disent le matin, ah, c'est trop compliqué, la vie, c'est de la merde. J'ai dit, écoute, moi, je suis aveugle et j'avance. Ah, putain, pardon. J'ai dit, bah oui. Alors, je dis pas que je suis le meilleur, hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est pas une question d'être meilleur. C'est pas ça. Mais je dis simplement que, putain, de temps en temps, ça leur fait du bien de prendre un petit coup de pied au cul en disant, hé, gros, arrête de te plaindre. Arrête, parce que si tu passes ta journée à te plaindre, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. Hein. Tu te lèves le matin, tu mets les pieds au sol, tu dis « Putain, aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde. » Tu te couches le soir, tu dis « Putain, j'ai passé une journée de merde. » En même temps, c'est toi qui l'as voulu. Tu l'as appelé ce matin, tu l'as dit. Mais c'est vrai que ouais, tu prends les réseaux sociaux. Mais de toute façon, la société, elle est faite comme ça. Regarde, aujourd'hui, tu vas dans les écoles. On met plus de notes. On met plus les encouragements, on met plus les félicitations parce que ça peut briser celui qui les a pas. Mais la vie, c'est ça, en fait. Non, mais tu prêches un converti. C'est un truc de ouf, quoi. Moi, je me dis, mais putain, on est en train de formater une génération. Drissa Berkane parle des cerveaux gras, tu sais. Putain, mais là, la génération qui arrive, on les prépare à quoi? Il faut pas les frustrer. Il faut pas les stresser. On met pas de notes parce qu'alors là, tu les déprimes. Mais la vie, c'est ça. La vie, en fait, c'est une compète tous les jours. Moi, tous les jours, les matins, je me lève, j'enfile mes gants, je monte sur le ring et vas-y, en avant. Hein. Je t'ai déjà raconté l'histoire il y a 3-4 ans, là, quand mon fils il est arrivé à l'école ici. Il y a un cross, c'est tous les ans, et mon fils, il a un peu de problématiques au niveau de la marche et de la course. Il a une petite problématique là-dessus. Et bah moi, du coup, je l'entraîne avant. Tu sais, je l'entraîne pour pas que ça soit trop mauvais, etc. Et je dis bon bah tu vas faire de ton mieux. Et j'arrive là-bas et vu qu'ils savent que moi je fais pas mal de sport, ils me calent un peu en mode management pour les gamins. Je sais pas si c'était le meilleur choix pour eux, tu vois. Et moi j'arrive, bah t'imagines bien, moi j'arrive en leur disant les mecs c'est le cross, ouais. C'est le cross, putain, vous jouez votre vie là, vous mettez, je veux pas en voir un qui marche, vous donnez tout, c'est la compète. Et là, tu sais quoi, la directrice de l'école, elle m'engueule. Elle me dit non, mais attendez, c'est pas ça, hein, c'est pas une course. Hein. C'est pas une course. Il faut pas qu'ils se fassent mal. S'ils sont fatigués, ils marchent. Les enfants, c'est pas une course, c'est pas grave si vous êtes pas premier, etc. Et là, je leur dis quoi? Je leur dis mais attendez, c'est un cross ou c'est une marche là? Si c'est une marche, qu'est-ce que je fous là? Moi, j'ai du taf. Si c'est un cross, c'est une compète, tu vois. Et en plus, je lui dis mais en plus après, je parle avec une autre parent d'âge, je fais mais elle comprend pas que les gamins, tu peux leur dire ça va être la compète. On part, on les gère au début avec un élastique, c'est pour pas qu'ils partent comme des balles. Bien sûr. Après, je lâche l'élastique, ouais. Des lions, ils partent comme des malades, etc. Et c'était la compète parce que c'est la vie. En fait, ils ont ça. C'est la vie. Mais bien sûr qu'ils l'ont, mais on les. Alors, il y a une phrase qui est extraordinaire. Le principal, c'est de participer. Ça, c'est un truc, mais je trouve ça nul à chier, quoi. Voilà. Le principal, c'est de participer. Alors, on peut le dire pour remonter le moral, tu vois. Mais quand tu prépares un gamin et que tu dis, tu sais, t'inquiète pas, tu vas être nul à chier, mais c'est pas grave, le principal, c'est de participer. C'est qu'on m'a dit ça après mon Irox ce week-end. Oui, on m'a dit, c'est pas grave, t'as participé. Tu sais que j'ai le seum. Ouais. Oui, mais bon, t'as fait quand même une belle perf. Ouais, voilà. Mais j'ai le seum qu'on me dise ça oui, quand même. Mais bon, oui, d'accord, mais t'as fait ta perf et crois-moi que, voilà. Mais non, mais tu vois, le principal, c'est de participer. Mais ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que tu dis à la personne, écoute, si t'es nul à chier, va pas chercher plus de toute façon. Tu participes, c'est déjà bien. Ouais. C'est la différence entre vivre et exister.
Il y en a qui se contentent d'exister. T'en as d'autres qui vivent. Moi, j'ai envie de vivre. Voilà. Donc, tous les jours, je me challenge. Et mes enfants, je les challenge. Tu vois, on a une gamine qui est 10. Elle a dyslexie, dyscalculie, voilà. Ben, la gamine, elle bosse 4 fois plus que les autres. 4 fois plus que les autres, ma fille. Et elle a 13, 14 de moyenne générale. Là où elle devrait avoir 7 ou 8. Par contre, on la pousse au cul. On lui dit pas, tu sais, le principal, c'est de participer. On lui dit non. Il va falloir que tu te sortes les doigts du cul, que tu bosses plus que les autres, puisque de toute façon, tu pars de plus loin. Mais au final, ça fonctionne. Et c'est une gamine qu'on aurait envoyée dans le mur, comme moi, en disant, bon, ben toi, de 6e, de 5e, tu vas dégager, tu vas faire autre chose, tu vois. Voilà. Alors qu'elle, on lui donne les clés. On lui donne les clés. Et je trouve ça génial. Donc, non, si vous nous écoutez, sans déconner, ne participez pas. Soyez des warriors, quoi. On n'est pas là pour participer, quoi, tu vois. Moi, je parle d'un concept, et je pense que je sais pas si tu vas être vraiment d'accord avec moi, on peut pas tout le temps gagner. On peut pas tout le temps gagner. Mais ce qui compte, c'est pas vraiment ça. C'est que moi, je leur dis souvent, là, je prends l'exemple de l'Aerox, mais premier Aerox, je gagne pas, je me fais défoncer, mais j'étais contre le champion du monde, qu'est-ce que tu veux faire? Mais ce qui compte, c'est que là, j'y retourne dans 15 jours et vous suivrez sur la chaîne ce qui va se passer. Mais l'objectif, c'est de s'améliorer. Et en fait, je me dis, chaque tour, je vais m'améliorer. Et en fait, c'est ce truc qui compte dans la vie. C'est que d'être une meilleure personne chaque jour, de s'améliorer. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, réussir. C'est de s'améliorer et d'aller pointer vers des objectifs, des nouveaux chemins. Mais tu peux pas tout en gagner. Tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai 42 victoires et 5 podiums en France. Et t'as combien de défaites? J'ai 350 défaites. Ouais. Voilà. Donc, mais dans chaque défaite, j'ai construit ma victoire d'après. Ouais. C'est toi qui m'avais parlé de Federer, les points qu'il avait perdus. Non, c'est pas toi. Federer, donc quand même, Roger Federer, qui est comme considéré comme le plus grand tennisman de tous les temps, il a perdu la moitié de ses points dans sa carrière. 1 point sur 2, il a perdu. Bien sûr. T'imagines? Enfin, quand on m'a dit ça, j'étais choqué. Mais quand tu fais le ratio, tu te dis, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais les gens pensent, en fait, comment dire, bien sûr que quand tu démarres, moi, quand je partais sur une course, j'étais pas là pour finir dernier. Mais par contre, je calais mon calendrier en me disant, voilà, moi, l'objectif, c'était les championnats de France. Donc, j'avais toute la saison à tenir. Il fallait que je monte en puissance pour aller au championnat. Je me calais mes objectifs. Et si entre les deux, j'étais bon, je gagnais. Quand j'étais moins bon, je perdais. Quand j'étais à la rue, j'étais à la rue. Voilà. Mais j'ai jamais pris une défaite comme une défaite. La défaite, j'ai analysé ma défaite. J'ai dit, putain, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as pas fait? Comment tu l'as fait? Et comment tu devrais le faire, quoi. Voilà. Et je savais pertinemment que tu peux pas toujours gagner. Ça serait trop facile. Voilà. Mais en réalité, en faisant ce qu'on fait avec nos gamins, là, aujourd'hui, on leur explique, en gros, que la résistance à l'échec, ça sera 0 pour eux. 0. Parce qu'on ne donne plus les notes. On ne donne plus les félicitations. On ne frustre plus les gamins. Et puis, tu as les profs qui disent « Ah mais non, mais attendez, c'est pas une course. Hein. C'est quoi alors? Explique-moi. » On n'est pas obligé d'en faire des champions. C'est pas ça. Mais le gamin, on peut lui dire « Attends, et pendant une demi-heure ou 20 minutes ou 10 minutes, peu importe, tu vas te sortir les doigts et tu vas te dépasser un peu. Ouais. Et tu vas t'éclater. » En plus, ils demandent que ça, les gamins. Bien sûr. Moi, ce qui me fait plaisir, pour revenir à l'histoire du cross, c'est, je vois même mon fils, hein, il arrive et les gamins, ils arrivent à la fin de la ligne, ils s'écroulent par terre, ils sont tout donnés. Et on s'en fout qu'ils arrivent dernier ou pas. On s'en fout. C'est ça, en fait. C'est pas le fait de gagner. Non, mais c'est qu'il s'est dépassé, qu'il a fait le max, tu vois. Et quand je dis, le principal, c'est de participer. Je dis pas ça pour dire, il faut gagner à tout prix. Je dis non, le principal, c'est de donner le meilleur de toi-même, de t'arracher. Pas de participer. Quand tu participes, t'es un spectateur, en fait. Alors que si tu t'arraches, t'es acteur de ce que tu fais. Et moi, dans tout ce que je fais, j'essaye de m'arracher. Mais à tous les niveaux. Je vais te donner un exemple à la con. Pour le record en jet ski, j'ai une préparatrice mentale qui rentre dans le match. Elle est extraordinaire. C'est la préparatrice mentale de Lewis Hamilton. Donc, autant te dire qu'elle, tu vois, en tant qu'expert, on peut dire expert. Voilà. Super. C'est une daronne. Une super nénette, en plus. Quand j'ai fait mon infarctus, elle est restée au contact. Elle était assez inquiète en se disant, putain, c'est chaud, quoi, tu vois, voilà. Et elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là en ce moment? Tu te fais pas chier? J'ai dit, non, en fait, j'ai décidé de faire l'aspirateur à la maison. Elle me dit, t'es sérieux? J'ai dit, ouais, je te jure. Et parce que j'ai besoin de bouger, quoi. J'avais pas le droit de faire de sport. Il fallait pas que je bouge, en fait. Donc, l'aspi, j'avais pas le droit de porter de poids, rien et tout. Moi, j'ai dit, l'aspi, ça va, je gère. Elle me dit, putain, mais c'est un truc de fou. J'ai dit, attends, ce matin, j'ai mis 29 minutes pour faire. Elle me dit, quoi? Mais tu te chronomètres? J'ai dit, ouais. Ouais, j'ai parce qu'en fait, je veux descendre sous les 29, quoi, tu vois. En fait, je me challengeais en passant l'aspirateur, mais en le faisant bien, hein, je te promets, hein, je faisais pas bâcler. Et j'ai réussi à tomber à 20 minutes. Parce que j'ai pris mes repères, mes machins, mais c'est con, quoi. Mais j'ai besoin de me challenger.
J'ai pas juste besoin de faire quelque chose pour faire quelque chose. Tu vois, je trouve ça con. Les mecs, ils te disent... et je trouve ça triste. Hein. Moi, j'ai des potes qui bossent et qui me disent « Putain, mon boulot, j'en ai plein le cul. » Mais vraiment, quoi. Je suis blasé. J'ai fait autre chose. Ah, mais déconne pas, à mon âge. Et puis, c'est risqué. Et puis, je dis, ben... Ouais, mais à un moment donné, la vie, c'est prendre des risques aussi. Tu vois? Et ben là, t'es en train de participer. Tu participes à ta routine de merde, quoi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui dit, si tu crois que l'aventure est dangereuse, essaye la routine, elle est mortelle. Et c'est la vérité. Alors certains sont contents, hein, et c'est respectable, hein, attention. Mais moi, j'aurais tendance à dire aux gens, j'ai putain, n'écoute pas ce qu'on te dit autour. Parce que moi, si j'avais écouté la moitié de ce qu'on m'a dit, j'aurais pas fait la moitié de ce que j'ai fait. T'es au courant que t'es aveugle? Oui, je crois. Tu sais que ce métier, il est pas fait pour les aveugles? Je sais pas. Si on n'essaye pas, on sait pas. Oui, mais alors tu vas faire comment? Et je vais te dire, je suis tellement con. Quand j'ai démarré chez IAD, tu peux retrouver sûrement sur Facebook des posts. Un jour, j'ai un gars, il s'appelle Patrick. Lui, il m'a vendu du rêve. Le mec, il arrive, il me dit, je peux te poser une question? Je dis ouais. Il me dit, alors déjà, pour nous, le métier, il est difficile. On était en formation, c'était au début de ma carrière. Pour nous, le métier, il est difficile. Alors toi, t'es aveugle, tu vas faire comment? Bah, j'ai dit à l'aveuglette. Il me dit, mais t'es aveugle comment? À 50 ou à 80%? J'ai mis les cons, quoi. Donc, j'ai dit, Patrick, j'ai dit, tu vas prendre un dictionnaire. J'ai dit, tu vas voir, aveugle, c'est 100%. 50 ou 80%, c'est malvoyant. J'ai dit, t'as des lunettes? Il me dit, ouais. J'ai dit, bah, t'es malvoyant. Et là, le mec, tu te dis, c'est bon, je l'ai calmé. Et là, il revient à la charge et il me dit, mais par exemple, tes visites. Comment tu vas faire les visites? Et là, il me pète un truc à la con. Je te jure que c'est vrai. Je lui dis, ben, en poney. Il dit, comment ça, en poney? J'ai dit, bah, tu sais, les aveugles, ils ont un chien guide. Il me dit, ouais. J'ai dit, moi, j'ai un poney. Ah bon? J'ai dit, ouais, j'ai mon poney. Et pendant 2-3 ans, je suis allé sur les réseaux sociaux, je parlais de mon poney. J'avais même fait une photo avec un poney. Tellement qu'un jour, en convention à Paris, t'as 3000 personnes, t'as un mec qui traverse la pièce, il vient me voir, il me dit, c'est vrai que t'as un poney? J'ai dit, ouais. Il me dit, il est où? J'ai dit, non, mais là, il est RTT, j'ai pas monté à Paris. Eh ben, les mecs, ils y croyaient. Il y avait le boss du réseau, il vient me voir, il me dit, putain, t'es con. J'ai dit, non, mais je croyais que j'étais le seul handicapé. J'ai dit, il y en a qui sont pires que moi. Mais c'est grave. Non, mais c'est énorme. Et moi, j'avais communiqué sur mon poney et j'ai tué mon poney quand il y a eu les histoires avec les lasagnes, la Spanghero, tu sais. Ouais. Ben, j'ai expliqué qu'il me demandait la moitié de mes coms et que je l'avais refilé à Spanghero pour qu'il le liquide, quoi, tu vois. Voilà. Et les mecs, je te jure, ils ont cru à ça. Mais c'est fou, quoi. Tu te dis, putain, mais ils ont vraiment une image. Et en fait, si tu te laisses impacter par ces gens-là, oh la vache, mais tu fais rien. Tu fais rien du tout. Pour mon mariage, j'ai emmené ma femme au volant de la bagnole jusqu'à la mairie. Voilà, c'est moi qui ai conduit jusqu'à la mairie. J'ai fait peut-être quoi, 800 bornes. 800 bornes, 800 mètres. Non, 800 mètres. Non, 800 bornes, je veux faire trop chaud là, c'est 800 bornes. Couple les 800 bornes, sinon... T'as fait 8 mètres. Non, 800 mètres. 800 mètres, je te jure, sur la route et tout. Et là, en arrivant, j'ai Valérie qui crie « Stop !» Putain, j'ai flippé. J'ai dit « Merde, un platane. » Mais sérieux, je me suis dit « On meurt le jour de notre mariage. » J'avais les jambes qui tremblaient. En fait, c'est le gars qui nous faisait la vidéo. Quand il a vu que j'étais au volant, il s'est mis au milieu pour filmer ce con. J'ai dit « Mais t'es con, toi hein. ?» Ah, il me dit « Mais c'était trop bon. » J'ai dit « Mais t'as failli mourir, en fait, le jour de mon mariage. » J'y reste pas au milieu quand c'est un aveugle qui est au volant. Et je me suis garé sur une place handicapée. J'ai dit, c'est ma place. Ah, t'as respecté quand même. Ah, j'ai respecté. J'ai mis le macaron et tout. Mais voilà. Mais en réalité, si t'écoutes les gens, on te dit, mais non, mais tu peux pas faire ça, t'es aveugle, t'as pas le droit. J'ai dit, mais j'ai le droit de tout. Voilà. Si demain j'ai envie de piloter un avion, je piloterai un avion. Mais je m'adapterai. J'aurai un copilote. Oui, c'est mieux quand même. Hein? C'est quand même mieux. C'est mieux. Mais il y a des aveugles qui le font. J'ai un pote qui était dans une association, ça s'appelle les mirovolants. Les mirovolants. Ils font de la voltige et tout, les mecs. Un jour, il m'a dit, viens avec moi. J'ai jamais de la vie. J'étais contre, t'es aveugle. Putain, il me dit, j'emmène mon gamin. J'ai dit, bah, si t'as envie de le tuer, lui, tu le tues lui. Mais moi, je m'en... Non, mais je te jure, je suis jamais monté. Voilà. Mais c'est énorme. Et il y a plein de non-voyants, il y a plein d'handis qui font des tas de choses. Regarde sur Insta, vous allez voir, Roro le costaud. Tu vois, le mec, il est en fauteuil roulant, c'est un allumé. Il est complètement fracassé, lui aussi. Voilà. Ben, il y a plein de choses qui se font. Ah, bah, non, mais c'est sûr. Hein. Mais à un moment donné, il faut pas écouter. Et qu'on soit handi ou pas, hein. Ah, mais t'as pas de diplôme, tu veux faire quoi? Bah, me sortir les doigts, je vais avancer. Ah, mais alors t'as pas le permis, t'as pas de voiture, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Bah, aujourd'hui, il y a des trucs super sympas qui s'appellent le net, tu vois. Bah, si j'ai envie de vendre des produits, rassure-moi, tes produits, tu vas pas les chercher, toi, en Chine, là-bas. Non.
Tu fais pas l'aller-retour à vélo en bagnole. Non. Bon, ok, très bien. Donc, il y a moyen, tu vois. Après, j'ai des confrères qui font les salons et tout en Chine. Hein. Oui, Moi, je l'ai ça- jamais fait, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est pas mal d'y aller aussi. Moi, je sais que, tu vois, j'ai bossé avec le Maroc, là, quand je faisais les marchés, je rentrais tout ce qui était. Et j'aimais bien aller sur place. Pourquoi? Parce que sur place, tu crées un contact différent. C'est du face-to-face. Et puis, c'est surtout que, comment dire, tu crées le lien. Et puis bon, moi, je suis non-voyant, donc je suis vachement emmerdé quand on me dit on a un catalogue. Je dis, ouais, super ton catalogue, mais moi, il faut que je touche, que je ressente les choses. Voilà. Mais dans l'absolu, aujourd'hui, t'as pas le permis, t'as pas le bac. Tu fais ce que tu fais toi, là. Tu t'en sors, à condition de faire ce qu'il faut. Comme dans tout, hein, de toute façon. Bah, comme dans tout. Voilà. Mais les gens se mettent des putains de barrières et c'est ça qui me gonfle, quoi. Voilà. Donc, j'ai décidé d'exploser toutes leurs putains de barrières. Je vais faire du chamboulement mental. Et t'as prévu, du coup, un spectacle aussi, un one-man show? Ouais. Une conférence spectacle qui s'appelle Aveugle et alors, même pas peur. C'est un peu l'histoire de ma vie. Donc, je suis en train de l'écrire et puis il va y avoir la prépa, voilà. Et puis après, je vais aller la jouer dans certaines salles et la vendre à toutes les entreprises qui le souhaiteront. Là, ça sera le public, c'est quoi? Ça va être du particulier pour les spectacles et après, ça sera du particulier du pour pro. les spectacles et après du pro, ouais, pour tout ce qui est séminaire. Et t'as prévu de faire des confs aussi, tu sais, des confs un peu motivation, tu sais, comme un peu Philippe Croison, des trucs comme ça, Ouais. ou Oui. Mike Horn, Alors, des choses comme ça ou pas? 3 ans, j'ai du mal parce qu'ils m'ont dit il faut te couper les bras, les jambes. J'ai pas voulu, j'ai déjà les yeux. Non, je rigole. Super emmerdant. Je me suis toujours posé la question. J'espère qu'il a un micro-cravate parce que c'est chiant pour te dire. On se connaît. T'inquiète pas, il paraît une association avec moi. Il y a pas de souci. Ouais, j'ai envie de faire de la conf, mais pour l'instant, je veux rester focus sur le record parce que celui-là, il est important pour moi. J'ai envie de coller un gros fuck à la cécité et à mon cœur. Voilà. Parce que quand j'ai eu l'infarctus, tout le monde s'est dit ça y est, il est foutu, il le fera jamais. Je lâche pas. Donc on repart à la pêche aux partenaires. Et en même temps, ce record, il va me permettre de lancer tout le reste. Dire aux gens, oui, quand on veut, on peut. Voilà. C'est pas impossible. C'est quoi? C'est Calvi, c'est quoi? C'est quelle distance déjà? Saint-Tropez, Calvi. Saint-Tropez-Calvi. Ouais, Au pire, si tu te trompes d'un degré, tu feras Saint-Tropez-Marrakech. Saint-Tropez, Marrakech. Ça sera un nouveau record. Écoute, c'est juste Il faut voir le côté positif. quelques ravitaillements de plus. Voilà. Non, mais après, moi, ça me gêne pas. Mais tu sais que le record de Saint-Tropez-Calvi, il y a, en fait, ce record, il en appelle 3 autres. L'année d'après, on espère faire le Tour de Corse, où là, il y a un record aussi. L'année d'après, on veut ouvrir la route vers Ibiza. Et ensuite, le Graal, pour moi, ça serait d'aller doubler le Cap Horn. La Gaffe l'a fait avec Deban et Alphand, et je me dis, si eux l'ont fait, moi je peux le faire. Sauf que là, on est sur un budget à 150 000 euros. C'est quoi doubler le Cap Horn? C'est quoi le projet? C'est passer le Cap Horn en jet ski, quoi. Le Cap Horn, c'est quand même, c'est mythique, quoi. C'est l'endroit où c'est chaud, quoi. Tu vois. Ouais, là-bas, c'est tendu quand même. Ouais, c'est tendu, mais avec les météorologues, il y a des périodes où il faut y aller, hein. Voilà. T'as pas mer plate, mais t'as des creux de 4-5 mètres au lieu de les avoir de 6-8 mètres. Voilà. Mais bon, c'est jouable. Mais je me dis, putain, s'ils l'ont fait, moi je peux le faire. Et j'ai toujours fonctionné comme ça de toute façon. Je regardais les gens, je disais, putain, mais si lui il le fait, moi je peux le faire. Donc j'analysais, je disais, putain, mais s'il le fait, comment il le fait? Qu'est-ce qui fait que lui il réussit? Qu'est-ce qui fait que moi j'y arrive pas? Tu vois, je prenais des exemples en me disant, putain, merde. Lui là, tu vois, il a dit blanc et moi j'ai dit noir. Peut-être que si je disais blanc, alors j'essayais, je disais blanc, machin, des fois ça marche pas, c'est comme Garcimore. Hein. Mais en réalité, ouais, je suis une éponge dans la vie. Mais une vraie éponge. Tu vois, quand je parle avec toi d'Amazon, de ce que tu fais sur Amazon, de comment tu le fais et tout, merde, moi j'ai 53 balais. Donc forcément, ma génération, il y a un décalage. Moi, je vois des gars de mon âge, des fois, ils me disent, putain, mais Facebook, machin, Insta, TikTok. Là, je me bats pour que les commerciaux aillent sur TikTok. Ah, t'es sûr? Je dis, mais Facebook, c'est un truc de vieux maintenant, les gars. Ouais, de ouf, hein. Ça, c'est vrai. Hein. Mais Facebook, c'est à la rue. J'ai Insta, ça va être à la rue. TikTok, faites du TikTok, quoi. Faites de la vidéo. Aujourd'hui, il y a que ça qui marche. Faire des posts de 14 pages, là, tu sais, où tu parles de bienveillance, de machin, de mandat, on s'en bat. Faites de la vidéo. Et puis faites de la vidéo décalée. Devenez des vaches violettes. Et c'est marrant, tu connais pas le livre de Seth Godin? Parce que c'est vraiment la magie. Bah ouais, le livre, il est là, tu vois, la vache pourpre. Et je crois que j'ai pris pas mal de notes et tout. En fait, il t'explique quoi? D'être différent, tu vois.
C'est vraiment un bon livre. Je mettrai le lien d'affiliation. Ouais, on perd pas le nord. Je mettrai le lien d'affiliation sous la vidéo pour ceux qui veulent le lire. C'est un très très bon livre, ça, sur... Mais est-ce que pour toi, être différent, comment tu l'entends, le être différent? Mais on est tous différents. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que être différent, c'est être soi-même? Bah, être différent, c'est être toi-même, tu vois. Ouais. Voilà, on est d'accord. Mais on est tous différents. Non, mais les gens, quand tu leur dis il faut être différent, putain, ils enfilent un costume. Soit ils deviennent coincés, soit ils deviennent complètement barjots. Tu fais quoi? Ben, je suis différent. Je dis non, t'as pas compris en fait. T'as pas compris. Justement, être différent, c'est pas enfiler ton costume. C'est être juste toi-même. Tu vois, c'est penser différemment, sûrement, tu vois, mais être toi. Putain, moi j'avais des négos, j'en avais un jour, on va en clientèle, on rentre, et là le gars, il me présente au client, il leur dit mon collaborateur. J'ai sérieux lui ou quoi? Sans déconner, mon collaborateur. Donc vu que je suis le collaborateur, moi je suis humble. Je m'assois, je dis rien. Et là le gars il commence à se planter, et puis ouais, alors il était super sérieux, tu sais. Je le reconnaissais pas. C'est pas le mec que j'avais en formation, quoi. Le gars lui dit ça fait longtemps que vous faites ce métier, parce qu'en fait il était tellement en train de se planter que le gars il avait son ordi, le client, il cherchait sur Google et à chaque fois qu'il disait quelque chose il retournait, il disait non c'est marqué là, non là vous vous trompez. Au bout d'un moment il dit ça fait longtemps que vous faites ce métier. Le mec ça faisait 6-7 mois. Il lui dit ouais 3-4 ans. Ah, mytho en plus. Ouais mais tu vois mytho. Et moi je dis rien. On part, on sort, il me dit ouah, putain fait chier qu'il m'ait pas donné le mandat. J'ai dit mais ça t'étonne ou quoi? Il me dit pourquoi? Ben, j'ai dit, mais t'as été nul à chier. J'ai dit, je t'ai même pas reconnu. C'est quoi, là, le jeu que t'as fait? Il me dit, ouais, et puis toi, tu m'as laissé. J'ai dit, mais quoi, je t'ai laissé? J'ai dit, moi, tu me présentes, tu dis, je suis ton collaborateur. Si le collaborateur, il est meilleur que le boss, j'ai dit, ça craint. Donc, je t'ai laissé dans ta mouise. J'ai dit, mais en même temps, ce que t'as pris là, c'est de l'expérience. Ce que t'as fait là, tu le fais plus. J'ai dit, mais c'est débile. J'ai dit, mais moi, en clientèle, j'ai toujours été le même. Je m'amusais avec mes clients. Ouais, non, c'est sûr. Je m'amusais avec ma cécité. Je suis dans la vie comme je suis, voilà. J'ai dit, putain, mais les gars, ah, mais on m'a dit qu'il fallait être tu me le dis, faut être une vache violette. J'ai dit non, mais être une vache violette, c'est pas être un abruti. C'est pas ça que je te dis. Ah, déconne pas, ça sert à rien. Tu vois, mais plutôt que de faire des vidéos où tu parles de j'ai vendu ce bien, parce que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois les pros. Hein. Le lundi, c'est compromis. Le mardi, c'est compromis. Le mercredi, c'est compromis. Le jeudi, c'est compromis. Le vendredi, c'est compromis. Le samedi, c'est compromis. Et moi, de temps en temps, je remettais et le dimanche, on se tripote le manche. Voilà. J'ai dit, les gars, arrêtez vos conneries, ils s'en battent les couilles, les gens, que vous fassiez des compromis le lundi, le mardi, le mercredi. Non, décalez votre communication. Putain, pourquoi vous parlez pas d'une assoce que vous soutenez? Ce que tu as fait là. Tu vois, toi, tu reverses à des assos qui s'occupent d'animaux. Je trouve ça génial. Ben les gars, j'ai plutôt que votre pognon, là, prenez, reversez un petit peu. Soutenez une cause. Et communiquez là-dessus. Faites connaître, je sais pas moi, les commerçants de votre village. Pendant quand on a eu le Covid, tout le monde s'est retrouvé à l'arrêt. Le Covid, il a été plutôt équitable. Hein. Tout le monde s'est retrouvé à la baraque. Hein. Alors toi, t'as pu continuer, sûrement. Mais tous les gens qui devaient être en extérieur, c'était mort. Les commerçants se sont retrouvés plantés, puisque des commerces qui ont ouvert, fermé, ouvert, voilà. Moi j'avais lancé une opération, c'est j'aime mon commerçant. Donc en fait, les commerçants nous faisaient ce qu'on appelle de la recommandation. C'est-à-dire que t'es commerçant, tu connais quelqu'un qui vend un bien, tu m'appelles, je te prends comme prescripteur d'affaires, d'accord, je t'inscris. Si je vends la maison, je te reverse 10% de ma commission. 10% de 10 000, c'était sympa. Sauf que pour que ce soit juste et équitable, j'avais dit à mes gars, vous savez ce qu'on va faire? On va reverser 5% à celui qui a apporté la prescription, donc le client qui vient voir le commerçant, et encore 5% en bon d'achat chez le commerçant. Comme ça, même le commerçant, il est gagnant. On a toujours fait du gagnant-gagnant. Et ça, tu vois, c'est une chose, les mecs, en IMO, je les voyais faire, j'ai dit, putain, mais pourquoi tu redistribues pas? J'ai dit, tu rémunères les gens qui t'apportent des affaires? Ouais, achète une bouteille de vin. T'as le droit. Fais comme tu veux, quoi. J'ai dit, mais tu crois que le mec, il aura envie de te ramener une affaire après? Bah, sans déconner. Voilà. Et c'est un état d'esprit, en fait. Et après, c'est soit tu ouvres ton esprit et cet état d'esprit, tu le chopes et tu le fais tien, hein, tu te l'appropries. Soit tu restes dans ce qu'on t'a expliqué toute ta putain de vie et tu fais ça, tu restes comme ça. Et au final, des fois, je me dis, bah, tu vois, moi, je suis aveugle, enfin, non-voyant.
Puis lui, il est non-comprenant. Voilà. Dans la vie, t'as les deux. T'as les non-voyants et les non-comprenants. Moi, ça va. Je suis que non-voyant, quoi. Putain, c'est fou. Ben, c'est ça, la vérité. Non, mais c'est fou, les nombres de personnes qui se mettent des barrières. Moi, je les ai tous les jours, tu vois. Et qui font rien par peur de l'inconnu, par peur de perdre. Mais en fait, les gens... Tu sais ce que je leur dis? Et j'ai fait une conférence il y a pas longtemps, là. Et je leur disais, la pire chose qui peut vous arriver dans la vie, c'est que vous soyez le vieillard de 85 ans dans un EHPAD, en train de vous pisser dessus, là, tu sens la pisse, et t'es là en train de pleurnicher sur tout ce que t'as pas fait dans ta vie. Et tu sais ça, que quand t'écoutes les aides-soignantes et les infirmières, c'est mais quasiment tous qui vont dire ça. Ils vont dire, ah, si j'avais lancé ça, machin, si j'avais fait ça, si j'avais fait ça. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Surtout à l'heure actuelle. Autant à l'époque de nos parents, etc., c'est sûr que c'était plus compliqué. Il y avait moins d'opportunités. Quand tu étais ouvrier, c'est sûr qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Mais à l'heure actuelle, sans déconner, il y a tout. Il y a tout. Sur YouTube, tu as tout. Tu as l'intelligence artificielle, tu as tout. Il n'y a pas d'excuses, quoi. C'est dingue. Moi, j'avais des commerciaux qui attaquaient chez nous et qui, au bout de 7, 8 mois, m'appelaient en me disant « Jean-Marie, je suis désolé, j'arrête. » Et moi, je leur dis, tu peux pas. Comment ça, je peux pas? Je dis non, tu peux pas arrêter parce que t'as pas démarré, en fait. Comment tu vas arrêter un truc que t'as pas démarré? Je dis, en fait, t'es arrivé chez nous, t'as signé ton contrat, t'es resté à la maison et t'as attendu que les mandats ils tombent du plafond. Je dis, me dis pas que t'arrêtes. T'as pas démarré. Pour arrêter, il faut avoir à minima démarré. C'est fou, hein? Et les gens, en fait, c'est, comment dire, il faudrait que tout aille très vite. Tout doit aller très, très vite. Très, très vite, très, très vite, très, très vite. Je démarre, je veux gagner 10 000. Ben non, pour gagner 10 000, il faut déjà que tu fasses une vente, tu vois, et puis après 2, et puis après 3. Moi, les gars, on leur demandait d'avoir entre 10 et 15 mandats en ligne pour que eux puissent gagner leur vie. Les mecs, ils me disaient, ah putain, mais 15 mandats. Je dis, mais pourquoi tu bloques sur 15 mandats? Je t'explique. Pour faire 15 mandats, il faut déjà que tu en prennes un, et puis un deuxième, et puis un troisième. C'est comme ça qu'on arrive à 15. Commence par un. Mets le pied à l'étrier. J'aimerais faire 40, 50 ventes par jour, tu sais, sur Amazon. Ouais, super. Commence par en faire une. Ouais, c'est ça. Commence par en faire une. Et puis la une, elle va appeler la 2, puis la 3, et puis la 4. Et puis si tu bloques à 4, c'est que peut-être il faut que tu réfléchisses à ton concept et que tu te dises, bon, peut-être que je m'y prends mal. Ou que tu repartes en formation. Ou que tu écoutes les experts, les vrais. Pas le voisin. Voilà. Et la réalité, elle est là. Et c'est le système qui est comme ça aujourd'hui. Donc, oui... Moi, les gens qui se mettent des barrières, je leur dis, c'est ton droit, c'est ton choix. Tu as le droit de te mettre des barrières. Moi, j'essaie de t'aider à les exploser. Après, si tu veux garder tes barrières, tu gardes tes barrières. Hein. Voilà. Moi, j'explose les miennes. Hein. C'est déjà un gros boulot. Hein. Donc, ouais, c'est vrai. Ah ben oui, on peut pas exploser les barrières de tout le monde. Non. Par contre, je peux te donner des clés. Je peux t'accompagner, te dire. De toute façon, on peut pas convaincre des gens qui veulent pas, qui sont pas convaincus déjà de base. Hein. Tu sais, moi, je l'explique souvent en vidéo. Moi, les mecs que je forme, c'est des gens qui sont déjà convaincus que c'est possible. Parce que moi, je suis pas là pour convaincre les gens que c'est possible. Tu as ce chemin à faire tout seul. Tu peux pas convaincre les gens. Hein. Profondément, s'ils ont des convictions, tu changeras pas les convictions des gens. Hein. Après, tu peux... S'ils ont des convictions, mais qu'ils ont envie d'en changer, tu peux les accompagner aussi. Ah, mais quand t'as des mais convictions, quand ils sont bornés, c'est compliqué. Et moi, il y a des gars, mais ils m'ont épuisé, ils sont chronophages. Et les gars, je leur disais, j'écoute, moi, c'est pas compliqué. T'arrives dans le réseau, je vais te donner 100% de mon temps, 100% de mon énergie. Si toi, tu te mets à 100%, si tu te mets à 50%, tu m'auras 50%. En dessous de 50%, moi, je te donne 0. J'ai pas de temps à perdre. Je veux pas perdre du temps. Parce qu'en dessous de 50%, pour moi, tu fais rien. 50%, c'est à mi-temps. Voilà. Ça me gêne pas si tu bosses à mi-temps en immobilier. Des fois, il vaut mieux faire 4 bonnes heures que 8 heures de merde dans la journée. Hein. Voilà. Ça me gêne pas. Moi, quand j'étais sur le terrain, je bossais quasiment que le week-end. La semaine, je faisais de l'administratif, je rentrais mes mandats tranquille et tout. Les visites, je les faisais que le week-end. Et tous les mecs me disaient, mais putain, mais toi, t'es fou. Je sais pourquoi. Chaque fois que je sortais le dimanche en visite, je vendais. Hein. Les gens, ils sont plus détendus. Quand tu fais une visite le soir à 18h, surtout en hiver, hein, déjà il fait nuit, la nénette, elle vient parce que monsieur travaille, ou monsieur vient parce que madame travaille, ou les deux viennent. Et là, t'as un truc, c'est,
Ah ouais, super. Bon, par contre, là, j'aimerais le voir en plein jour, voir la luminosité. Bon, déjà, c'est niqué, il faut revenir, hein. Donc, tu fais 2 visites. Ou alors, ah putain, j'aimerais que ma femme puisse venir, ok, ou mon mari puisse venir. Je suis désolé, est-ce qu'on peut revenir? Parce que là, il y a les enfants, il y a les devoirs, les douches, la bouffe. Moi, je perdais pas de temps. Vous savez quoi, vous êtes libre ce week-end? Vous faites les visites le week-end? J'ai dit, ouais, même le dimanche. J'ai par contre, le dimanche, il y a obligation de signature. Hein. J'ai, je vous le dis, hein, je sors pas pour rien. Hein. Voilà. Mais les gens étaient super détendus. Je prenais le temps avec eux. Bah, bien sûr. Et on prenait le temps. Et je bossais quand les autres bossaient pas. Ils me disaient, mais comment ça se fait que toi, tu y arrives et pas moi? J'ai dit, ben, réfléchis. Prends le temps de réfléchir. Voilà. Comme les mecs, ils te disent, ah, putain, je suis overbooké, quoi. Je suis au taquet, au taquet, au taquet. Et là, tu prends l'agenda, tu regardes, tu dis, mais t'es au taquet de quoi, en fait? T'as 2 rendez-vous cette semaine. En fait, c'est des mecs qui se noient dans un verre d'eau, quoi, tu vois. Il faut peut-être que tu revoies les choses. Et ça, tu vois, en prépa mentale, on le travaille. Moi, mon job, c'est juste de prendre la main de quelqu'un, de lui dire, OK, tu es là, tu veux aller de l'autre côté, viens, je te donne la main, je t'accompagne, mais tu vas faire les pas, toi aussi. Je vais pas les faire pour toi, ça sert à rien, sinon je t'attends de l'autre côté. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Voilà, j'ai juste envie de transmettre mon énergie, mes compétences et dire aux gens, putain, vas-y, fais comme moi. Te mets pas de barrière et vas-y, déchire tout. Et tu vois, pour finir cette vidéo, est-ce que tu as quelques conseils pour les personnes, tu vois, qui ont vu ça ou qui sont déjà dans ce chemin d'amélioration, qui voudraient lancer une activité X ou Y, hein, parce qu'il n'y a pas que là, on parle de plein de sujets, mais qui ont cette barrière. Est-ce que tu as quelques tips, au moins pour eux, pour déjà commencer à avancer de leur côté? Alors, ma femme est pas loin, elle pourrait te dire que pour moi, la première des choses, c'est j'ai toujours écrit ce que j'avais. Mes objectifs, je les écris. Quand on a un objectif, il y en a beaucoup qui te disent non, mais moi je l'ai, il est là. Je dis non, mais tu l'as là, c'est bien. Mais si tu l'écris, déjà, tu le poses, l'objectif. Tu l'écris. Il y a ce qu'on appelle le être, faire et avoir. Valérie pourrait te dire que tout ce qui m'est arrivé, je l'ai écrit en amont. Ce que je veux être, ce que je veux faire et ce que je veux avoir. Je l'écris. Et après, je me donne les moyens. Parce que c'est pas le fait d'écrire qui fait que c'est pas magique non plus. Hein. Voilà. Mais écrire ses objectifs, les définir correctement, ça s'appelle la projection. Et ensuite, il y a une chose, c'est je remonte mes manches, je mets 2 boules caisses, je reste focus sur mon projet. Quoi qu'il arrive, je vois que ça. Je vois que ça. Je suis là, il y a la ligne d'arrivée, elle est de l'autre côté, c'est mon projet. Entre les deux, on peut me dire ce qu'on veut, on ne m'atteint pas. Faut devenir indestructible, en fait. Hein. Parce que, tu sais quoi? Je vais vendre sur Amazon. T'es sûr? Il y en a plein qui le font. Puis j'en connais un, il a essayé, il s'est planté. Ouais, moi j'en connais un, il s'est marié, il a divorcé aussi. Hein. Pour autant, moi je suis marié, j'adore ma femme, on est super heureux, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà. Donc, tu deviens indestructible. Ce que j'appelle activer le mode montgolfière, tu vois, c'est prendre un peu de hauteur et regarder tranquillement. Moi, aujourd'hui, il y a des choses qui me touchent, mais qui ne m'impactent plus. Dans ma vie, j'ai été impacté par les gens, par leur façon de penser. Il est arrivé, quand on est jeune, on pense qu'il faut être aimé de tous, quoi. Tu sais, il faut plaire à tout le monde. Puis en prenant de l'âge, tu comprends qu'en fait, tu peux pas être aimé de tous. Moi, je suis comme tout le monde, hein, on m'aime ou on me déteste. On m'adule, on me souille comme une merde, quoi. Mais je m'en fous, parce que je suis moi. Et que j'ai ma légende à écrire. Chacun écrit sa propre légende. Par contre, je pose les choses. Là, tu vois, pour la Cap ou pas Cap Academy, tout est posé. Tout est écrit. Alors, je passe des heures à dicter. Alors, moi, j'écris pas, je dicte dans mon téléphone. Puis après, ma femme reprend parce que quand tu dis que ça fait plein de fautes d'orthographe, c'est merdique, quoi. Il y a l'IA maintenant, il y a pour gagner du temps. Ouais, je sais, mais moi, j'aime bien, tu vois. En faisant ça en audio, après, en passant dans l'IA, ça pourrait te faire un texte sans que, du coup, Valérie ait besoin de tout se retaper. Ah, alors ça, il faudra que tu m'expliques parce que tu vois, j'ai chat. Tu prendras une petite formation à la maison. C'est le gars qui n'a jamais rien. Il vous mettra le lien aussi. Il mettra le lien de la formation. Ne vous inquiétez pas, voilà, j'ai compris, c'est bien. Aveugle Révolution. Pour toutes les personnes aveugles, on a des solutions pour vous. C'est le mec qui vous fait tous les râteliers. On mettra un lien d'affiliation. Pensez-y les jeunes. C'est bon. Non, mais calez-vous des objectifs, écrivez vos objectifs et allez un petit peu plus loin en se disant, bon, ok, super, moi, dans la vie, qu'est-ce que je veux être? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Comment je veux l'être? Comment je veux le faire? Comment je veux l'avoir? Et moi, j'avais réfléchi à une chose et ça paraît très con. Hein. J'ai écrit les valeurs qui m'animent le plus.
Et quand je demande à des gens, je leur dis, mais c'est quoi les valeurs qui t'animent le plus? Partage. J'ai ok, super. J'ai dit, mais est-ce que tu les as écrites, ces valeurs? Non, parce que je pense les connaître. J'ai dit, non, prends le temps de réfléchir aux valeurs. Et tu verras qu'il y a d'autres valeurs. La famille, l'amour, l'argent. Ah, mais l'argent, c'est pas une valeur. Ah, c'est là où tu te trompes. Pour moi, c'est une valeur. Pourquoi? Parce que tout dépend de comment tu le gagnes, comment tu le dépenses et ce que tu en fais. Si tu gagnes de l'argent et qu'avec cet argent, ben, tu fais ce que tu as fait, ce que tu m'as dit là, soutenir une assoce, ben, je trouve que c'est beau. Parce que dans la tête des gens, l'argent, c'est ça, là, surtout en France. Hein. Et tout à l'heure, tu m'as dit que tu allais faire de la scène. Je t'ai ramené un petit cadeau. Tiens, Axel, ramène-moi le cadeau. Je t'ai ramené un petit cadeau. Je te laisse découvrir ce que c'est. Bah, je te laisse découvrir. Non, je vais te dire ce que c'est. C'est un micro. C'est un micro, ouais, tu vas kiffer, tu vois. Tiens, attends, je suis con. Je me doute c'est un micro. Connerie. Tu vas kiffer. Oui. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, tu veux l'ouvrir maintenant? Je veux l'ouvrir. Non, merde. Attends, je vais te l'ouvrir. Je veux que tu m'ouvres mon micro. Attends, parce qu'il faut qu'on aille chercher les ciseaux dans ces cas-là pour l'ouvrir. Voilà. Ah, c'est un micro, t'as pas confiance. J'ai une totale confiance en toi, une confiance aveugle, Olivier. T'es confiance aveugle. Ouais. Je le vois, ton micro de là. Tu le vois, le micro de ça. Tiens, tu vas l'utiliser, tu vas kiffer. C'est le sponsor de la vidéo. Attends, j'arrive pas à le voir, j'ai niqué la boîte sinon. Attends, si c'est bon. Oh, ça, c'est du beau micro, ça. Tiens, profite. Tiens, là, tu pourras même chanter avec. Alors. Oh putain. Non, mais t'as besoin de tirer dessus, il y avait la boîte à l'intérieur. Hein. Tu tires dessus. Oh, le con. Mais non, il faut pas tirer dessus. Il faut faire quoi alors? Ah putain, mais je vais pas te montrer maintenant. C'est une vidéo pour adultes là ou quoi? Donne-moi ça. Putain, t'es en train de me niquer mon truc là. Mais j'en sais rien. Oh là là, mais putain, c'est quoi ça? Oh là là, mais n'importe quoi. Il vous mettra le lien. Ah ouais, on mettra le lien. Voilà, mais putain, tu m'as niqué mon truc là. Tu me fais n'importe quoi. J'ai rien compris là. Ton truc. Vas-y, approche-toi un peu là. Bon, regarde. Ça, c'est le corps du micro, ok? Oui. Si tu mets ton doigt là, tu vois, t'as une extrémité ici, ok? Ouais. Et de l'autre côté, t'as une autre extrémité, d'accord? Ouais. Donc tu peux chanter des deux côtés. C'est ça qui est magique. Ah, c'est pratique. Mais tu l'enlèves pas. Tu l'enlèves si tu dois nettoyer le micro, mais sinon tu l'enlèves pas, tu vois. D'accord. T'as pigé le truc ou pas? Et t'as le socle? Alors, non, il y a le socle après si tu veux chanter sous la douche, mais par contre, je l'ai pas là, le socle. Ça sera en upsell. Tu sais, je vais te dire un truc. On va faire une chose. Ah, j'ai pas envie d'avoir une vidéo d'utilisation de ton micro, par contre. Hein. Je te dis direct. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je te vois venir, mais ça... tout le monde est dépisté dans le studio. Tu sais que je vais faire des vidéos. Et ben, je te promets que je vais en faire une où j'aurai ton micro et je te ferai une dédicace juste pour toi. Ah bah c'est bon ça. En plus, je te ferai un lien d'affiliation. Tu pourras toucher 7%. C'est ça. Je suis mon patron. Non, parce qu'il est vendu sur notre site e-commerce. Donc, je te mettrai le site e-commerce. Bah oui. Ah oui, tu vois. Ah bah oui. Eh ben voilà. Mais oui, d'accord. Ah bah oui, non, mais je crois que T'as compris ce que c'est là ou pas? Oui, ça va. Les deux embouts. Bah oui, j'ai compris. C'est un chien. Ouais, exactement. C'est un York. Ça, c'est quel? Ah putain, je le crois pas, c'est énorme. T'as compris les deux embouts? Ah oui, non, mais j'ai compris. Je te dirai en off, parce qu'il y a deux trucs. J'ai bien compris. Oui, j'ai capté. C'est bon. Ouais, non, mais j'ai des images. C'est bon, t'as les images? Ah oui, nickel. Ouais, j'ai... D'accord, tiens. Allez, je te le mets de côté. Oui. Et après, attends, on finit sur le dernier truc. Ouais. C'est, comme je t'ai dit en intro, on a une map monde. Donc, je vais faire tourner la map monde et après, tu vas mettre ton doigt. Donc, comme t'aimes bien mettre les doigts, comme j'ai remarqué. Le micro, je mets le doigt à quel endroit, du coup? Parce que là, alors là, vas-y, donne la main droite, là. Donne la main droite. Regarde, la map monde, elle est là, ok? Ouais. Je vais la faire tourner et quand je te dis stop, tu fais ça, toi, ici, là, ok? Enfin, tu fais où tu veux. Ouais. Allez, stop. Allez, je te dis où c'est. On est, en nord d'Australie, à Darwin. Ah, tu vois? Alors, c'est un pays que j'ai envie d'aller visiter. C'est un pays que je veux aller visiter. Ma chérie, j'ai une très bonne nouvelle. Olivier vient de nous faire gagner un voyage à Darwin. D'ailleurs, si vous voulez des voyages à Darwin, les jeunes, vous mettrez le lien. D'accord? C'est nickel. Je te remercie, Olive. Entre le micro et le voyage, écoute, je suis royal. Ouais, déjà, tu vas t'entraîner avec le micro et puis on verra pour le voyage après. Ah bah écoute, ouais. Enfin, si j'arrive à chanter avec ton truc, là. J'attends de voir ça. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Merci Jean-Marie. Donc, il y aura tous les liens de tous les réseaux de Darwin. Et d'ailleurs, tu nous as pas montré ton tatouage.
Ah oui. Vas-y, Daredevil, monte ton tatouage quand même. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a un tatouage, Daredevil. Et Sauf oui. qu'en fait, le tatoueur, il s'est foutu de sa gueule, il lui a fait un Mickey. Ouais, il est là. Tu sais qu'on dirait un petit peu. Ah non, Dédé, ok. On dirait un petit peu Batman quand même. Batman qui fait de la corde. Eh De la non, corde à mais sauter un peu quand même. Daredevil, c'est Daredevil. Ok, non, c'est bien Daredevil. Et oui, c'est mon Daredevil à moi. Bah, nickel. De toute façon, vous aurez tous les liens des réseaux. Et puis, de toute façon, bon courage pour les projets. Hein. Ouais, et puis moi, si j'ai une dernière chose à vous dire, c'est ne lâchez rien. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Faites-le, vous verrez après. Voilà, dans l'idéal, vous savez, l'impossible, c'est comme l'horizon en fait. Plus on s'avance et plus il recule. La seule chose, c'est qu'il faut juste faire le premier pas sur le chemin du possible. Oh, et c'est après, beau, ça. on s'arrête plus de marcher. Oh, c'est beau ça. On va finir sur ces belles Oh, paroles. putain, je vous mettrai le lien. Ouais, ça, c'est beau. Bon, allez, à la prochaine et pensez à vous abonner sur le réseau de Jean-Marie et sur la chaîne Phoenix TV. Je suis mon patron. À plus tard, la Phoenix.